pouvez accueillir Patrice Roy pour sa présentation. Merci. Une présentation qui ne survivrait probablement pas à vos code reviews, n'est-ce pas? Donc, on est au courant, il n'y a pas de surprise. Bon, c'est clair. Donc, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une idée que j'ai eue en réfléchissant à ce que je préfère à Denver cette année pour CVPCon. Puis comme ça arrive souvent, Gabriel me contacter et me dire « T'aurais pas quelque chose à faire au mois de juillet? » Des mythes. En fait, moi, vous savez, j'enseigne depuis 22 ans cette année. Et puis, il y a des choses qu'on dit à nos étudiants sur une base systématique à chaque année de ne pas faire. Pas toujours en réfléchissant. C'est un réflexe. Faites pas ceci, faites pas cela. Puis il y a des choses pour lesquelles moi j'ai commencé à me questionner dernièrement, à savoir est-ce qu'on devrait encore leur dire. Il y a des choses que je le dirai encore, sans grande surprise, des choses sur lesquelles je suis en réflexion, je vous dirai. Donc ça, c'est l'idée derrière cette chose-ci. On va voir ce que ça donne. Évidemment, c'est un premier jet. Je serai encore dessus tantôt, mais quand même. Il y a probablement trop de slides pour ce qu'on a à faire ce soir, donc on ne se stresse pas avec ça. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai quelques enfants, j'en ai 5. Il y en avait 2 sur l'écran tantôt, ceux qui ont porté attention. J'ai un nombre un peu démesuré d'animaux à la maison parce que mon épouse travaille avec des animaux. Donc là, on a une portée de chat qui est née il n'y a pas tellement longtemps. Puis on va les stériliser, faites-vous-en pas, ils ont des familles. On a un chien épileptique qui est venu passer une semaine chez nous. On a plusieurs oiseaux. Bon, une vingtaine d'animaux toujours chez nous sans arrêt. Et puis ça fait 22 ans que j'enseigne cette année. Puis j'ai fait d'autres choses auparavant que vous allez trouver sur les slides ici. Entre autres choses, je suis sur le comité de standardisation de C++. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais à Montréal quand le show est à Cologne? C'est parce que j'ai des choses à faire cette semaine, je n'ai pas pu me rendre. Et puis, annonce pour celles et ceux qui sont arrivés un peu plus tard tantôt. J'ai appris il y a 1h30 que les contrats ne seront pas dans C++ 23. On a tiré la plug cet après-midi. Donc, entre le moment où je suis parti de la maison, où il y avait des débats, puis le moment où je suis arrivé ici, on a fermé les contrats pour 2020. On va former un groupe d'études, en fait, il est déjà formé, pour retravailler les contrats. Je présume que ça va être G21, on est rendu là dans les chiffres. Puis ça devrait, d'après moi, ça va être prêt avant 2023, mais il y avait trop de turbulences cette semaine et puis de débats sur le sujet. On n'était plus sûr ce que ça voulait dire vraiment. Même les auteurs se sont regroupés pour dire, bon, on arrête pour l'instant. Fait que c'est ça aussi que vous suiviez. Les contrats, à moins qu'il y ait un revirement spectaculaire dans les 48 prochaines heures, les contrats ne seront pas dans 2020. C'est pas grave, il y a beaucoup de choses dans C++ 20. Vous ne manquez pas de matériel à apprendre et à expérimenter, mais ce ne sera pas les contrats. C'est bon? Ceux qui savent pas de quoi je parle, sujet de notre présentation, un jour. Donc voilà, je ne suis pas là parce que je suis trop occupé cette semaine. Je suis un peu désolé parce que c'est des voyages agréables à faire. Ceux que ça intéresse, là, un voyage comme ça, c'est cool. Tu arrives le dimanche soir, tu dors un tout petit peu, puis là, tu travailles de 7 h le matin à minuit le soir pendant 6 jours en ligne, puis là, tu prends l'avion et tu retournes chez toi. puis c'est bénévole. Tu payes pour te rendre, tu payes pour l'hôtel, tu payes pour la bouffe, tu payes pour travailler, puis tu travailles tout le temps, c'est extraordinaire. Donc, c'est hyper stimulant. Puis j'aurais pu suivre cette semaine par voie audio, parce qu'il y a manière de s'organiser, mais c'est la nuit, c'est en Allemagne. Puis à un moment donné, c'est beaucoup. Donc, on parle de mythes. Donc, il y a des choses, comme je disais, qu'on enseigne ou qu'on dit aux gens sans trop réfléchir. Des fois, il y en a quand même un certain nombre. Moi, j'ai pris une petite liste, évidemment, pas exhaustive. Et puis ça c'est la sagesse des anciens. Hein. C'est les gens qui ont réfléchi beaucoup, et des gens brillants quand même dans cette science-là, dans les sciences en général. Des gens qui ont posé des constats il y a des fois 50 ans, 60 ans, puis on tient pour acquis que c'est bon. Parce que c'était sûrement pas si bête que ça fait 60 ans qu'on l'enseigne, hein, dans un certain sens. Et puis, on est chanceux, en plus. On est dans une science relativement jeune. Fait qu'il y a beaucoup d'anciens qui sont encore vivants. moi, il y a le visage qui je travaille. Bernard est encore en forme. Il fait son jogging le matin. C'est un gars plutôt sympathique. Lawrence Kroll, il n'est pas jeune, il est encore là. Il y en a qui sont à la retraite, comme Walter Brown, puis ils viennent encore au comité. Puis pourtant, ils sont âgés, puis ils marchent avec une canne. Puis il y en a comme Beeman Das, qui a pris sa retraite l'an passé. Je pense qu'il y a 80 ans, les gars qui font des boosts. Donc, on a quand même des gens qui sont très, 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 très intellectuellement pertinents parmi nous, même s'ils sont âgés, on est chanceux. Bon, il y a des gens que je vais utiliser ce soir qui ne sont plus là, par contre, ça va arriver. Donc, on a une science, mais notre science évolue. Nos langages ont évolué, puis la sagesse des anciens, des fois, quand on le regarde à l'heure d'aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Il y a lieu d'y penser un petit peu. Donc, c'est l'idée. Donc, on va essayer d'en revisiter, d'en réexaminer quelques-uns, voir ce que ça donne. En particulier, avec un axe C++. Hein, c'est le groupe de C++ ici ce soir. Donc, le langage a beaucoup changé en C++. Des choses qu'on peut faire comme auparavant, mais des choses qu'on veut faire différemment aussi. Puis, nos façons de travailler ne sont pas les mêmes. Juste un petit exemple bien simple. Si vous êtes assez vieille ou assez vieux, moi, j'ai grandi avec des langages où il fallait déclarer nos variables au début des fonctions. Hein? Puis là, tu les initialises plus tard dans ce temps-là. Avec le langage orienté objet, c'est suboptimal comme pratique, cette chose-là, parce que les constructeurs ont un coût. Donc, c'est clair tes variables tôt. En général, il faut que tu construises des objets par défaut pour les réinitialiser par la suite. Bon, c'est pas efficace.
Cette pratique-là ne survit pas bien au passage du temps. C'est des choses qu'on peut réfléchir. Puis si on disait aux gens, moi, quand j'ai commencé à enseigner, on disait des fois aux gens, déclare tes variables, puis ensuite mets ton code. C'est un artefact des langages d'une autre époque. Hein. C'est pas nécessairement bon. C'était correct à l'époque. Ça avait du sens. Bon. C'est ce genre de choses-là qu'on va réfléchir. Et puis, ben c'est ça. Il y a des questions de base que je vais poser. Est-ce que les go-to, c'est vraiment mauvais? Là, je vous entends, hein? Oui. Et puis, un seul return par fonction. Il y a des gens qui grognent un petit peu plus. Mais nous, on enseigne encore ça comme ça au collège. Puis moi, quand j'ai soulevé la question de remettre ça en question, il y a un mois à des collègues, j'ai une réaction très forte. Je leur disais, à quoi tu penses? Ben, on va en reparler. Je vais écrire un article sur le sujet, je vais vous revenir. En fait, ce n'est pas un article, c'est une présentation, finalement. Donc, est-ce que ces choses-là nous aident à écrire des meilleurs programmes? Est-ce que ça vaudrait la peine d'y repenser? Donc, la présomption ici, c'est que soit vous allez me détester ce soir, on va réfléchir ensemble. Donc, voilà. C'est un petit peu ça, c'est ce que je viens de dire aussi. Bon, voilà. On va essayer de réexaminer cette affaire-là. Donc, les go-to. Il y en a qui ont dit spontanément oui tantôt, à savoir est-ce que c'est mauvais. C'est sûr que si on enlevait ça de nos vies, il y avait des raisons. Ils sont encore dans le langage, même Python a un go-to. Hein? On jase, là, quand même. Le texte original, si vous l'avez jamais lu, c'est intéressant. Il court, hein? C'est juste 2 pages. Go-to considered harmful, d'un ami d'Extra, un monsieur très, 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 très sympathique, quoiqu'il a dit beaucoup d'énormités aussi. Hein? Même si c'est l'inventeur des mutex, l'inventeur de plein de choses intéressantes, ce monsieur-là, quand même. Un grand penseur. Mais il y a aussi des choses drôles, on dit, là, comme la programmation orientée-objet, c'est tellement mauvais comme idée que ça pouvait juste être inventé en Californie. Je ne sais pas à quel point c'est vrai, je ne l'ai pas retrouvé, mais on y attribue celle-là. Fait que c'est un texte de 68, hein, la réflexion là-dessus. Fait que c'est un petit texte de 2 pages dont on parle encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de considered harmful qui ont été écrits par la suite. Donc c'est un texte qui a quand même fait école. Ne serait-ce que par le style. Un texte un peu polémique quand même. Hein? Puis j'ai pris une citation ici, puis je l'ai laissée intégrale, mais si vous me permettez, je vais prendre cette version-là parce que j'ai mis du gras dessus délibérément. Donc si on regarde ce qui est écrit ici, dans le gras, il constate que la qualité des programmeurs est une fonction décroissante par rapport à la quantité de go-to statement. En fait, plus il y a de go-to, moins le code est bon. C'est ça qu'on constate. On est en 68 hein, quand même. 68, il n'y avait pas beaucoup de compilateurs hein, qui circulaient. Fortran, COBOL, je pense, on était pas là, peut-être du APL, je ne suis même pas sûr. Puis, un peu plus bas, la phrase qui dit « Go-to statement should be abolished from all higher level », avec des guillemets, évidemment, programming languages. Donc, en fait, tout sauf le code machine. Parce que dans le code machine, il y en a des go-to, on ne s'en sort pas. À un moment donné, la machine, elle parle dans ces termes-là, n'est-ce pas? Fait qu'il faut y avoir recours, mais quand même. Est-ce que ça a sa place dans le langage de haut niveau, entre guillemets? Puis Dijkstra, lui, est d'avis que la pratique de la programmation souffre parce que les gens utilisent ces choses-là. Puis dans sa démarche, ensuite, il suffit ça d'un autre texte plus dense auquel je vais référer tantôt, où il réfléchit à la structure de la programmation, ce qui est devenu les if, les while, les choses qu'on utilise aujourd'hui. Mais le formalisme de ça, c'est un peu à lui qu'on le doit, la pensée de la programmation structurée. Puis lui, il voyait un problème dans ça des go-to, parce que, bon, les gens parlent de code spaghetti, ça fait du code un petit peu entremêlé, les gens manquaient un peu de rigueur. Vous voyez, quand vous voyez des go-to dans votre code, j'imagine que ce n'est pas la rigueur qui vous vient à la tête en premier. Fait que ça a l'air raisonnable. Tu penses, ouais, go-to, c'est pas bon. Je vais vous conter une petite anecdote. Moi, je suis à l'université il y a longtemps comme étudiant. Donc, quand je dis il y a longtemps, ça fait un autre siècle. Et puis, un autre siècle et plusieurs années en plus. Et puis, à un moment donné, dans un cours d'écriture de compilateur, un des profs qui vient tout juste de prendre sa retraite là, cette année, écrit du code au tableau au début de la cours, puis il y a un go-to dedans. Puis là, on est plusieurs à faire du bruit dans la salle. C'est quoi cette affaire-là? Tu sais. Puis il nous regarde, là, impassible. Puis il dit, ben oui, un go-to. Puis il continue. Il y a des gens qui ont quitté la salle, il y a des gens qui étaient offusqués, mais... mais ça avait sa place. Quand on écrit des générateurs de code, des fois, c'est une façon de retomber sur nos pattes quand on est rendu très, 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 très creux dans une structure complexe. C'est pas fou, tu sais. On peut comprendre. Fait que si j'écris du code très difficile, qui fait la somme des chiffres de 1 à 10, puis à la fin, ça affiche 55. Ça, je l'ai raisonné avec une preuve mathématique, ça donne le bon chiffre. Okay? Puis je pense que la plupart des gens vont arriver au constat que ça fonctionne, cette affaire-là. Il manque d'include, vous me direz, donc tout est là. C'est bon? J'ai beaucoup de slides dans lesquels il n'y a pas d'include aujourd'hui. J'ai réécrit comme ça autrement, puis il y a quelque chose qui me dit que c'est pas aussi immédiat à vos yeux, le sens du programme, quoique les deux font la même chose. Hein, ça fonctionne, j'ai testé. Je me suis fait mal, moi aussi, en écrivant des choses comme ça. Je ne fais pas ça souvent, des choses comme ça. Mais il fonctionne, le code. Il faut inverser la logique un petit peu. C'est-à-dire, si la condition de poursuite n'est pas rencontrée, on va à la fin. Un peu ce que le code généré va donner de toute manière. Quand on rentre dans un while comme ça, d'habitude, ce qui va se passer, c'est qu'au début, il va regarder si la condition est fausse. Si la condition est fausse, saute par-dessus.
Sinon, ben, va à l'intérieur, fait un saut inconditionnel au début, puis refait le test. C'est ce qui va se passer. C'est pas clair ici ce qu'on fait. Je ne l'ai pas écrit sur les slides, là, mais quand on a une boucle while, on teste les variants au début. Quand les variants tiennent, si on ne modifie pas les variables qu'on a testées, ben, tout le long de la boucle, le code à l'intérieur demeure raisonnable et correct. On a confiance, on lit, on comprend. Ça a du sens. Ici, ben, ça donne le même résultat, mais il faut réfléchir, il faut y repenser. Ça semble plus fragile à nos yeux. On peut comprendre que Dijkstra soit élevé contre ces pratiques-là, alors qu'il y a des alternatives. Quand on regarde le code généré, il est pas mal pareil en plus. À date, ça va? OK. Puis j'ai mis les liens Godbolt si vous voulez aller les voir, mais vous allez voir, le code n'est pas pareil. Il est semblable. Je vous dirais que le code du while pour les compléteurs contemporains est une petite bit meilleure, parce que peu comme nous, les compléteurs comprennent mieux ce qu'on veut dire. C'est bon? Mais quand je dis une petite bit, il n'y a pas beaucoup de différence. Je vais laisser les slides à Gabriel en format PDF, pour cliquer dessus si ça vous tente. Fait que l'idée ici, c'est donc que c'est plus facile à débugger, c'est plus facile à enseigner. Hein? Parce que des GoTo, ça ne me tente pas d'enseigner ça. Je suis très honnête avec vous, ça ne me tente pas. Puis j'aurais des problèmes à maintenir mon emploi. Facile à entretenir, évidemment. Puis on a donc des abstractions de plus haut niveau. On a des if, des while, des for, des choses comme ça, qui vont finir par générer des GoTo en bout de ligne, mais pour lesquels on peut raisonner à un niveau plus élevé, un niveau plus raisonnable. Ça va être juste de la structure de nos programmes, d'où le nom, programmation structurée. Bon. Fait qu'à date, il n'y a personne qui se plaint. Okay. Fait que tout le monde est d'accord, évidemment. Elle était trop belle, il fallait que je la garde, excusez-moi. C'est ceux qui ne connaissent pas XKCD, là, vous devriez. Mais en fait, non. Il y a des gens, oui. Knut a écrit un article en fait. Es-tu sérieux? C'est un bon texte en plus, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, nous, c'est encore vivant, lui. Puis nous, c'est extraordinaire. C'est une chance de voir ce monsieur-là. Il est encore actif hein, dans le bout du mois de décembre à chaque année. Il donne une conférence d'une heure ou deux. Il se compte dans des documents Word. C'est vraiment comique, là. Mais il donne une foule de gens. Il fait ça sur YouTube. C'est toujours spectaculairement intéressant ce qu'il fait, ce monsieur-là, mais il y a 80 ans passés. C'est extraordinaire. Donc, ce monsieur-là qui a fait 2-3 petites affaires dans sa vie, là, il a écrit un texte beaucoup plus massif. Hein, lui, 40 pages, celui-là, si vous regardez. Hein, où il a réfléchi un petit peu plus. Puis son texte s'appelait, comment ça s'appelait? Structured Programming with GoTo Statements. Bon. C'est pas quelqu'un qui a dit il faut les GoTo partout, là. C'est pas ça qu'on parle. Le monsieur ici qui a réagi, c'est parce qu'on a un âge semblable. Hein? Puis encore une fois, il y a un texte ici que j'ai regardé, mais j'ai mis du gras. Portez attention un petit peu aux bouts qui sont en gras. Donc, il propose une méthodologie de programmation qui commence par du code qui est lisible et correct, mais qui des fois est inefficace. Il faut comprendre qu'on est à l'époque où un return au milieu d'une fonction, c'est mal vu. Alors qu'aujourd'hui, ça ne nous offusquerait peut-être pas tant que ça. Mais dans le cas de nous, ça c'est un problème. Ça, c'est un code qui est inefficace. Ça doit être bien beau conceptuellement. Là, pour l'efficacité, c'est un problème. Et puis en bas, il y a quelque chose d'intéressant où il dit, écoute, il y a une question qui a été posée, à savoir, est-ce qu'on devrait abolir les GoTo? Puis bien, il y a du mérite pour le oui, mais il y a du mérite pour le non. C'est pas une situation noire et blanche, cette affaire-là, il y a des subtilités. Et son texte est vraiment intéressant parce qu'il couvre plusieurs cas. Dans la perspective de l'époque, il y a du code qu'on ne réutiliserait pas aujourd'hui, là. On s'entend. Mais lui, sa question, c'est, écoute, si on prend les méthodologies de Dijkstra pures et dures, c'est peut-être plus lisible, mais des fois, c'est un peu encombré. On mélange des choses qui n'ont pas d'affaires ensemble, le traitement d'erreurs en particulier. Puis des fois, c'est carrément inefficace. Puis ça, c'est une préoccupation quand même. Si on prend un ordinateur et qu'on gaspille le temps CPU pour faire des choses inefficaces, pourquoi? Parce que c'est quand même une question qui est pertinente. Puis il n'est pas con, ce gars-là. Si vous ne connaissez pas, il y a des petits livres que vous pouvez lire, ça s'appelle The Art of Computer Programming, c'est en 4-5 volumes. Il y a un gros truc de 400 pages sur les nombres aléatoires, c'est passionnant. C'est juste que les exemples sont dans un code machine qu'il a écrit lui-même parce qu'il veut être agnostique. Fait une de ses préoccupations, lui, importante, c'est pouvoir sortir rapidement d'une fonction. Quand tu fais une recherche dans un tableau, par exemple, tu as ta réponse, pourquoi tu continuerais à boucler dans le tableau? Tu l'as, la réponse! Bon. Question que s'est posée, lui, évidemment, puis il y en a d'autres, on va revenir à ça. Ça va? Une des préoccupations, c'est la complexité du code. C'est-à-dire que si tu prends le texte de Dijkstra tel quel, avec des if et des else imbriqués, des fois, le code devient complexe à lire et à comprendre. Il y a des structures qui sont difficiles à digérer comme ça. Ici, on a un cas où on a une répétitive qui itère comme ça, puis une condition A qui est testée. Puis le code qu'on fait à l'intérieur a du sens, la condition A s'avère si elle est vraie. Puis ensuite, une condition B à l'interne. Donc, il faut que ce soit A et B rendu là, on s'entend. Et puis là, on fait le code qui dépend de A et B en plus. Puis une troisième condition. Puis là, on a plusieurs niveaux d'imbrication comme ça avec des else. C'est quelque chose d'extrêmement... c'est beau, il y a des courbes. Mais des fois, c'est difficile à digérer. Puis quand tu as du code comme ça, où tu ne fais pas attention, tu en as pour plusieurs pages de choses qui se déplacent comme ça. Puis vous savez qu'une fonction qui ne rentre pas dans un tweet, c'est une mauvaise fonction. Okay? Bon, on jase. Mais quand même.
Fait que lui, il suggère des choses comme ceci. Je l'interprétais à la contemporaine, mais quand même. Il dit, écoute, si la condition A n'est pas vraie, là, sors. Poursuis pas. Reviens en haut. Puis si tu poursuis, c'est parce que A était vrai. Bien là, tu t'en tiens compte. Vous allez plus creux. Puis quand tu arrives au deuxième cas, bien, A était déjà vrai, tu le sais par définition, par construction. Tu peux tester B ensuite. Puis quand tu as une réponse qui dit, bien, ça ne vaut pas la peine de poursuivre la répétitive, bien, du moins cette itération-là de la répétitive, bien, remonte en haut et recommence. Ça, c'est du code semblable à celui qui prépare dans son article, parce que sur le plan de la structure, c'est pas nécessairement moins lisible, c'est pas nécessairement absent de clarté, là. Ça se lit bien, puis on comprend ce qui se passe. Oui? Dans ce cas-là, on ne pourrait pas utiliser juste continue. T'es pas mal bon. Vous avez remarqué, hein? Ici, ce qui nous intéresse, en fait, vous voyez, c'est qu'il y a des cas d'utilisation qui sont raisonnables, puis ceux-là, pour la plupart, on les a formalisés, en fait. Quand on fait un continue, c'est un goto qu'on vient de faire. Okay? Ce qui est subtil avec nous, hein, puis je vais revenir tantôt, c'est la durée de vie des variables locales au while. Parce que quand tu fais des goto puis des sauts comme ça, les constructeurs et les destructeurs, salut toi, les constructeurs et les destructeurs qu'il faut gérer correctement. Okay? Donc ici, avec le continue, le code comprend ce qui se passe, c'est un retour à la condition de test, puis c'est un appel au destructeur des variables locales au code, ceux qui ont été appelés à l'intérieur. Ça a un certain sens quand même, c'est formalisé. Ça va? Oui? Et quand on a des choses plus imbriquées, on pourrait aussi avoir des accès tous des contenus étiquetés. On ne peut pas encore en C++, malheureusement. Non. Mais il y a une proposition pour ça sur la table. J'en parle un petit peu brièvement tantôt. Là. Il y a des breaks avec un label maintenant qui sont proposés, mais ne sont pas dans le langage. Il y en a en Java, par contre. Ça va? Alors, la question, en fait, c'est est-ce qu'il y a des sauts avec des étiquettes pour les breaks et les continues? Pas encore en C++, mais c'est sur les propositions qu'on reçoit à l'occasion. Il faut qu'il y ait une traction pour ça. Si vous trouvez ça important, mêlez-vous au processus puis donnez votre opinion. C'est volontaire. Bon. Ici, j'ai un cas un peu plus subtil où j'ai des variables à l'intérieur de mes conditions. Donc, si vous regardez bien, si la condition A est vraie, là, je déclare une variable de type X. Peu importe c'est quoi, c'est pas grave. Mais il y a un constructeur qui est appelé ici. Et puis, à l'intérieur de la condition if B ici, il y a un deuxième constructeur de no type Y ici. Puis il y a du code qui est fait si les deux conditions sont vraies. Puis il y a des destructeurs qui sont appelés. Le destructeur de Y est appelé à la fin de sa portée. Puis celui du X0 est appelé à la fin de sa portée aussi, ce qui est raisonnable. C'est sûr que si on entremêle ça avec des goto, ça devient un petit peu plus complexe. T'sais. Mais de manière surprenante, le code que vous voyez là fonctionne. Ça m'a surpris moi-même. J'ai testé puis j'allais lire le standard pour être sûr. Donc, j'ai une étiquette pour revenir au test initial ici, pour faire mon goto, test. Je ne pensais jamais faire des slides sur des choses comme ça dans ma vie. Okay? Jamais. Si la condition A est fausse, on retourne à test, parfait, ça ne vaut pas la peine de rentrer. Puis là, la variable locale x0 est construite par la suite. Puis de manière surprenante, le goto du deuxième if, si on sort de force comme ça de la boucle, le destructeur des variables déjà construites va être appelé. C'est normé, c'est documenté cette affaire-là. Je ne m'y attendais pas, moi. Donc, on peut faire des sauts hors d'une répétitive comme ça. Les destructeurs des variables déjà construites vont être appelés. Ce n'est pas illégal du tout. Ça fonctionne. Ce qu'on pourrait l'escamoter, c'est les constructeurs. Les destructeurs sont appelés par le code. Je ne suis pas en train de recommander de faire ça. Vous avez compris, hein? Good. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Je suis vraiment désolé du code qui est devant vous. OK. Là, c'est là qu'ils vont à leur compagnie et qui disent « Je l'ai vu dans une présentation d'un gars du standard, donc je rappelle à tout le monde que le standard n'est pas un texte pédagogique. » Puis ce que vous avez ici, c'est la même chose avec les continues. Ça revient au même. Mais de la même manière, ici, vous voyez, la variable x0, si un continu qui est fait sur le deuxième if, elle va être détruite. Parce que le code qui est généré, c'est essentiellement la même chose. Le standard garantit les destructeurs des variables déjà construites. Le code généré dans le code machine est écrit en conséquence. Ça marcherait aussi avec des returns puis des throws, quand vous y pensez bien. C'est la même structure ici. Ça va toujours? Personne qui a mal au cœur? Good. Ici, une chose amusante, si vous regardez le code du main, vous avez une très belle boucle, n'est-ce pas? Où on construit un x0, puis là, on fait un jump, on saute par-dessus le constructeur, puis on vient à here, qui est juste ici, puis on recommence, puis on recommence, puis on recommence. Et mon constructeur affiche quelque chose, mon destructeur affiche quelque chose, et croyez-le ou non, ça va afficher 5 fois le test du constructeur et 5 fois le test du destructeur. Et ça fonctionne très bien. Et c'est tout à fait légal comme code, bien que ce ne soit pas recommandable. Sans optimisation, évidemment. Oh, bien, l'optimisation, c'est légal pareil, c'est normé, cette affaire-là. Le standard dit que c'est correct. Correct, ça ne veut pas dire éthique, ça ne veut pas dire moral. Hein? Ça veut dire que les compilateurs doivent avoir un comportement conforme. Okay? Moi, vous savez, quand je suis au standard, je siège à Core, puis Core, on regarde juste des cas comme ça. Fait que faut prendre un état d'esprit un peu particulier. Okay? On voit beaucoup d'unions puis de bitfield dans ce standard-là. Donc, ça va pour ça. Puis des goto, ben, c'est des questions qu'on se pose. Si on met un goto, maintenant, c'est quoi la conséquence? Puis si vous dites qui ferait des goto, ben, il y a du monde. Ça
Ça va toujours? Good. Celui-là, par contre, il est illégal. Donc, si vous regardez ici, le if maybe skip qui roule un dé, n'est-ce pas? Une fois sur 10 en moyenne, admettons, là, un peu moins que ça, c'est pas très correct comme c'est l'exemple qui est simple, là, va sauter par-dessus la construction de x0 si ça ne compile pas. Okay? De manière conforme, c'est le constructeur qu'on n'a pas le droit d'escamoter, à moins que l'initialisation soit ce qu'on appelle vacuous en anglais, donc soit triviale. Donc, si tout le monde comprend ici? Parce que mon constructeur n'est pas trivial ici, il fait quelque chose. C'est pour la suivante qui dit qu'un int, ça passe, ça compile, puis un warning disant que tu t'es pas servi de la variable n. Mais ça compile puis c'est portable parce que l'initialisation, c'est un no-op. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de code associé à l'initialisation de la variable n. C'est bon? Non, on se sent toujours bien? C'est ce que je faisais de mon après-midi, je faisais ça tantôt. Okay. Fait que Node, c'est ce qui le préoccupait, évidemment. Node, c'est un monstre d'efficacité. Il a beaucoup réfléchi sur l'optimisation dans sa tête. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui attribuent à Node une phrase qui dit « L'optimisation est la route de tous les mots! » Mais c'est l'optimisation prématurée. L'optimisation, c'est tout à fait correct. Il faut y avoir réfléchi pour avoir un but. Il faut mesurer avant, mesurer après, voir si ça vaut la peine. Lui, ce qu'il demande, c'est pas y aller avec des œillères. Il n'est pas con, le monsieur. Donc, il s'est réfléchi à cette question-là. Donc, si j'ai du code qui est très inefficace, mais c'est du code à la Dijkstra, par contre. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un seul return à la fin, et puis on a une répétitive ici qui parcourt les éléments du tableau un par un, et puis qui, un jour, va peut-être rencontrer un élément qui a la valeur demandée, la valeur de OBJ dans ce cas-ci, et puis la valeur de X, c'est-à-dire, puis il va dire, okay, le résultat est vrai. Mais si c'est le premier élément du tableau qui correspondait à ce qu'on cherchait, on va quand même parcourir tous les autres, puis n peut être gros ici, n'est-ce pas? Puis là, on vient de gaspiller du temps CPU, finalement. Là. Surtout si le égal-égal n'est pas trivial. Hein. Des fois, c'est des égal-égal sur des tuples. Par exemple, ça fait là avec des strings dedans, des objets 3D, ça peut être coûteux. Donc, c'est un petit peu agaçant, mais ça fonctionne. On ne parle pas de rectitude, on ne parle pas de code correct ou pas correct. On parle d'efficacité dans ce cas-ci. Le code fonctionne. Et puis, c'est ce que Dijkstra aurait suggéré pour sortir plus tôt. C'est-à-dire d'avoir une condition supplémentaire dans le test où je prends mes indices de 0 à n dans ce cas-ci, mais je teste à la fois mon compteur pour voir si je n'ai pas débordé de ma boucle, de mon substrat, et je regarde aussi si ma variable de résultat a changé. Puis il y a le et entre les deux aussi. Donc il y a 3 tests par itération ici. Puis ça fait du code qui est un peu plus englué. Il faut le lire. Il y a des gens qui vont se rendre entre les et et les ou des fois, puis ils vont avoir des petits bugs dans leur code, puis on s'en rend compte un petit peu tard, des choses comme ça. Hein, ça ne vous arrive pas à vous autres, je sais que vous avez déjà l'expérience, mais moi, les gens que j'ai au cégep, ça arrive. Parce que quand ils commencent, des fois, et où, c'est pas clair. Puis des fois, ils disent « c'est évident! » Puis 6 mois après, c'est encore pas clair. Donc, ce code-là fonctionne aussi, mais encore une fois, il est un peu suboptimal, puis il est un peu compliqué aussi pour ce qu'il y a à faire. Et puis, avec un GoTo, ça fonctionne bien. Mais je ne dis pas que c'est beau, là. Hein? Mais si la boucle, ce qu'elle fait, c'est quand on rentre dans l'if à l'intérieur, on l'a trouvé, puis on sort. Puis là, vous allez me dire « ça, il y a un formalisme pour ça, monsieur! » Je sais bien. Quand même. Tout le monde est d'accord que ça fonctionne, ça? Il n'y a pas de variables temporaires qui ne seront pas détruites ici. La seule variable qu'on a, c'est une référence sur l'élément qui est dans RR. Bon, tout est correct ici. Et puis, bien ça, on appellerait ça comme ça ici maintenant. Fait que ce qu'on a ici, c'est des formes formalisées des GoTo. Quand vous utilisez un break ou continue dans votre code, même dans les switches, faites un GoTo. Juste qu'on se donne bonne presse, parce qu'on l'écrit autrement, ce qu'on a fait quand même. Oui? Il manque une virgule entre les deux paramètres. Merci beaucoup. Ça, c'est une erreur de copier-coller. Mais si quelqu'un veut prendre en note, envoyer un petit courriel, là, le 43, il manque une virgule. Okay? Je l'ai vu une tantôt, puis j'ai oublié de faire celle-là. 42 aussi. 42 aussi. C'est la même slide copier-coller avec des changements, c'est pour ça. Je l'ai vu sur une tantôt, je n'ai pas changé les autres. Donc voilà, on en a formalisé quelques-uns. Donc on a des breaks, des continues, des choses comme ça. On a mieux d'utiliser les trucs qui sont formalisés. Ils aident à réfléchir à un plus haut niveau qu'avec le GoTo, qui est le scaffolding, là, qui est les trucs métalliques sous le code, là, quand même. Nous, on s'était préoccupés par le traitement d'erreur beaucoup. Puis ça, c'est encore plus intéressant pour nous parce que le traitement d'erreur, ça englue le code. Hein. En général, on écrit le code pour les codes normaux. Puis les cas anormaux, atypiques, exceptionnels, on les traite ailleurs. Parce que sinon, ça se mêle au reste, on ne comprend plus ce qu'on fait. Puis des fois, le code de traitement d'erreur est plus volumineux que le code régulier. Fait que ce qu'on veut, c'est réfléchir sur nos sources. On veut penser. Puis quand on mêle le code de traitement d'erreur au code normal, on ne comprend plus ce qu'on fait, puis ça introduit des bugs, là, on va d'en régler. Fait que nous, on réfléchit beaucoup à ça en disant, si on y va avec la barrière Dijkstra de manière un petit peu stricte ou rigoureuse, on se ramasse souvent mêlé dans des ifs, le code de traitement d'erreur, en plein milieu d'une boucle, on fait d'autres affaires, puis on ne comprend plus le propos.
Donc lui, ça le laissait préoccuper un petit peu. Puis son idée, donc, c'est de dire, bien, quand tu as une erreur, sors, va ailleurs. Puis ça, en Visual Basic 6, que j'ai enseigné longtemps au collège, il y avait On Error Go To. C'était comme ça que c'est formalisé. S'il y avait une erreur en chemin, ça sautait à une zone de code, typiquement à la fin de la fonction. Puis c'est là qu'on reléguait le traitement d'erreur pour justement l'abstraire du reste du code où il aurait confondu la logique, je vous dirais. Il nous aurait mêlé un petit peu. Ça donne quelque chose comme ça. C'est un exemple qui est carrément pris du texte de Knuth, mais modernisé un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas trop de fautes dedans. Là. Fait qu'on a une zone de mémoire qui est de grande taille, un gros tableau de bytes. Et puis on a le cœur initialement qui est 0 en disant « je vais allouer le premier bloc ». Puis là, un petit pointeur abstrait qui s'appelle P. Puis là, il se passe des choses. T'sais. Puis à un moment donné, on regarde, si j'ai plus de mémoire, on me demande n bytes par exemple, puis Q plus n déborde de la taille disponible, on saute à la fin, puis on se dit, OK, là on a un problème, on n'a plus de mémoire, qu'est-ce qu'on fait? Puis, mais outre ce if-là, on continue avec du code normal en disant, bien, normalement, ça n'arrivera pas, le code est bien testé. On a des ingénieurs et des informaticiens rigoureux, des informaticiennes. Fait que quand on arrive à la normale, le code roule, on attribue les blocs de mémoire, puis ça avance comme ça, c'est pas plus grave que ça. Puis quand on arrive dans le cas atypique où on a manqué de mémoire, ben là, on pose un geste à ce moment-là, on fait un programme, on éteint les switches, on crie. C'est ce qui est raisonnable de faire quand c'est une erreur comme ça. C'est difficile de récupérer une erreur de manque de mémoire. Hein. Il y a des façons, là, mais c'est un problème qui est difficile au point où on se questionne même à savoir si on devrait le supporter carrément des fois, parce que si on enlève ça de C++, il reste presque plus d'exceptions dans le STL. Fait que ceux qui veulent travailler sans exception, c'est bien tentant. Mais il y a des cas où on n'a pas le choix. Puis on l'a formalisé comme ça, hein, maintenant, c'est ça qu'on fait. En fait, on fait le code normal, puis on l'essaye, puis la présomption, c'est qu'il n'y en aura pas d'erreurs. Les erreurs sont atypiques, sont exceptionnelles. C'est pour ça, excusez-moi ma voix, c'est pour ça qu'on appelle ça des exceptions. C'est des choses qui ne sont pas supposées arriver. Quand on écrit du code comme celui-ci, bien, ce qu'on dit, c'est normalement, on va dans le bloc try, puis une fois de temps en temps, si on est malchanceux, on sera dans le catch, mais ce n'est pas prévisible, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, si on rentre dans le catch, ça va être très lent, parce que le code optimisé, c'est le try. C'est toujours là qu'on devrait être. On n'est pas supposé aller dans le catch. Ça va? Souvent, on s'en occupe même pas quand même. Fait qu'on a formalisé cette espèce d'idée-là de nous, à savoir le traitement d'erreur sort du code normal, ça se traite ailleurs. Puis souvent, même maintenant, on sort du traitement d'erreur de la fonction qui a rencontré le problème. Parce que la fonction n'a pas toujours le contexte pour le gérer, on l'envoie ailleurs. Puis dans une autre fonction, on a plus de contexte, là, on pose des gestes, ou encore, bien, on meurt, mais délibérément. C'est pas mal, là, c'est correct. Un problème qui plante, c'est pas mal quand c'est délibéré. Il y a évidemment les switches aussi. Il y en a qui m'ont mentionné ça tantôt. On va se faire des switches dans ton code. Oui, mais moi, j'aime pas beaucoup les switches, je vous avoue. Mais des fois, c'est correct. Là. Parce que le switch, c'est un go-to. Hein, puis c'est pas propre. C'est pas comme un if et un while. Le switch, c'est un autre genre de bébite. C'est vraiment bizarre. Ça va loin, là. On regarde le pattern matching dans C++ ces temps-ci au standard. On vit ça pour 2023, si tout va bien. Là. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Puis on va utiliser un autre mot que switch, parce que switch, c'est bien particulier. Il y a des langages qui ont pris switch pour ça. J'avais fait ça, mais nous autres, là, on n'est pas à l'aise. En Fortran 77, un switch, ça s'écrivait G-O-T-O. Si vous êtes essayé pour avoir fait du Fortran, j'ai regardé cette semaine et c'est déprécié maintenant de faire comme ça, mais ça marche encore. C'est un GoTo avec une valeur, puis il y avait différentes étiquettes numériques. C'était intéressant. Fait que je voulais mettre un exemple là-dessus, puis quand j'ai regardé le code, je me suis dit, ça ne me tente pas. Je l'ai fait déjà, puis ça ne me manque pas. Fait que c'est pas la même chose que les autres structures de programmation comme les if, les while. Le switch, c'est autre chose. C'est une bibite bizarre un petit peu. Si on regarde ce code-ci qui veut faire une factorielle, qui devrait, je pense, donner de bons résultats, la factorielle de 5, mettons, on va aller 120, ça ne fera pas des grosses factorielles. Hein. Sur une scène longue, tu te ranges à peu près jusqu'à factorielle de 22 dans ce coin-là. Là. Typiquement, tu manques d'espace après. Si tu veux te rendre plus loin que 100, ça prend un double. Fait que cette chose-là, ça fonctionne normalement, mais quelqu'un qui a programmé dans les années 80 va dire « Ouais, mais tu testes ta condition à chaque itération. Tu peux la tester moins souvent, ton code serait bien plus rapide. » Vos compilateurs font déjà ça. Hein? Okay? Mais dans les années 80, évidemment, le compilateur n'était pas sophistiqué comme ceux d'aujourd'hui, fait que les gens déroulaient les boucles des fois. Hein? Ils faisaient ça à la main. Là, aujourd'hui, si vous faites ça, vous allez probablement pessimiser votre code parce que votre compilateur, il est vraiment bon. Okay? Mais à moins d'avoir des situations très, très particulières, vous connaissez le contexte. Fait que si je l'ai réécrit à l'ancienne, si vous n'êtes pas familier avec ça, ceux qui sont familiers, vous allez me dire bon, évidemment. Ceux qui ne sont pas familiers, je suis vraiment désolé. Là. Regardez la position du do et du while par rapport au switch. Tout le monde voit ça? C'est légal, ça, ce code-là. C'est tout à fait légal. Hein? Parce que le switch n'est pas une structure de contrôle, c'est un go-to. Okay? Puis ce que ça fait, cette chose-là, si on regarde le code présentement, c'est que ça teste la condition, et selon la valeur qui est là, ça saute en plein milieu de la boucle.
ça trouve un point de départ qui escamote les cas qu'on n'a pas à refaire. Puis ensuite, ça répète la boucle plusieurs fois peut-être, mais avec un test une fois sur 4 seulement. Donc, c'est du déroulage de boucle manuel. Le gars qui avait inventé cette technique-là, qui est encore vivant, qui s'appelle Tom Duff, il travaillait chez Lucasfilm à l'époque, puis il faisait des jeux vidéo sur des PC 5 MHz, 4 couleurs, des beaux jeux, des jeux comme Haunted House à l'époque, avec du rose, puis du fuchsia, puis du bleu pâle, puis il y avait 4 couleurs à la fois, c'était un peu compliqué. Et puis, lui, il déroulait les boucles manuellement, puis c'était ça ou de l'assembleur. Fait qu'il a décidé de le faire comme ça à la place, faire l'espèce de C portable. Fait que remarquez ici, on dépend du fall-through. Donc, j'ai mis la notation fall-through de C++ 17, mais sinon, on peut carrément ne pas rien mettre. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de break ici. Le fall-through évite les warnings, c'est juste ça. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on répète le même code à chaque fois, puis on teste moins souvent la boucle, puis on choisit le point de départ dans la boucle avec le switch. Le switch, c'est juste un go-to, finalement, sur le bon endroit là, pour faire le truc. On peut à peu près dérouler aussi longtemps qu'on veut comme ça, puis ça ne s'applique pas juste à les factoriels, évidemment, là, mais quand même. Ça va? Est-ce qu'il y en a qui ont mal au cœur? Ouais, c'est ça. Mais ce que ça montre ici, c'est que le switch, vous voyez, c'est pas une structure de contrôle parce qu'on entremêle le switch avec le do-while, puis le compilateur n'y voit que du feu. Ça l'intéresse même pas. C'est pas une portée, le switch. Okay? C'est pas comme le do. Le do, c'est autre chose. Ça va toujours? Okay. Fait que si on fait un appel de factoriel de 5 ici, ben ça fait 4 moins 5 modulo 4, c'est 4 moins 1, on s'en va au cas 3. Puis là, on fait une première multiplication et incrémentation, on fait le test après. Puis là, on refait le bloc au complet des 4 sans faire de test par la suite, puis on s'est sauvé 4 tests. Cela dit, votre compilateur, si on regarde le code généré, il va être identique au code d'avant. Parce qu'ils sont bons, les compilateurs. Ils vont probablement être meilleurs que le vôtre de toute façon. On ne peut pas faire ça. C'est dire, hey, on va le faire en C#, ça ne marchera pas. Pas parce que C# est meilleur, parce que C#, tu n'as pas le droit de faire de fall-through. Tu es obligé de mettre un break à chaque case, c'est une obligation. Le code ne compile pas, c'est pas de break, même dans default. Même c'est complètement ridicule. Fait que voilà. C'est bon? Pourquoi un break dans un default? Ben, c'est comme ça. Parce que. Non. Ben, il y a des cas pour lesquels le default, tu es obligé d'être à la fin en C#, c'était pour ça. Donc voilà, ça va? Donc, en C# et en Java, c'est pas que c'est une structure qui est différente, c'est que le break est obligatoire, puis la technique, parce que c'est une technique, là, que je montrais il y a 2 secondes, que appliquer-la pas, c'est une perte de temps. Là. Mais la technique, en tant que telle, repose sur le fait qu'on peut éviter les breaks. Ça va? OK, good. Ça, c'est du code qui compile, probablement avec un avertissement. Mais regardez le switch. Regardez les cases. C'est légal. C'est bon? Ça passe. Vous allez avoir un warning qui va vous dire, on ne peut pas se rendre à la variable x. Il n'y a pas de case qui mène là. Manifestement, il n'y a pas de case. Mais c'est légal, ça compile. Je suis désolé. C'est bon? Fait ici, si on passait dans le switch, il y aurait une construction de la variable x, mais on ne se rendra pas. Ça va toujours? Oui, ça va. Good. Ça aussi, mettre un break, même si il n'y a pas de case, ça passe très bien. Je l'ai testé tantôt, puis je suis un petit peu gêné, mais ça fonctionne. Bon, on continue. Ça va toujours? Ça, ça fonctionne aussi. Parce que où on se rend au cas où on construit le X, où on ne rentre pas du tout. Donc, il n'y a aucun cas où on peut passer dans le case sans construire le X. Vous comprenez ce que je veux dire? Où on le construit puis on le détruit, où il ne se passe rien du tout. Donc ça reste légal, mais c'est complètement ridicule comme code. C'est bon? Oui, bon. Ça, c'est illégal. Ça, c'est illégal parce qu'on pourrait, en moyenne, une fois sur 2, se ramasser dans le cas 0 où on construit X. X demeure ici dans le cas 1, mais il n'aurait pas été construit. Et j'ai dit tantôt, on n'a pas le droit d'escamoter de constructeurs avec des goto, c'est pas légal, puis on regarde un goto ici malgré le nom qui est trompeur. Ça? Il y a tellement de gens qui j'enseigne au cégep qui doivent se dire qu'est-ce qu'il fait à soir. Oui? Ce que tu veux dire, c'est que le X est dans le scope de toutes les cases, Oui. même s'il n'a pas été déclaré dans le chemin que tu as pris. C'est ça. C'est qu'il serait accessible dans ton case 1 ici, mais il n'a pas été construit, puis tu n'as pas le droit d'escamoter un constructeur. Ça? Par contre, un destructeur, tu as le droit, parce qu'il va être appelé de toute façon. Le compilateur génère ton code, il est bon ton compilateur, il génère le code de destructeur, même si tu fais des affaires catastrophiques dedans. Puis ben ça, c'est illégal pour la même raison, même si y a un break, c'est que malgré tout, le constructeur du X aurait été construit, le X aurait été construit malgré tout dans le cas 1, il est conceptuellement accessible, pas trop, là. Ça passe pas. Et puis ça passe parce qu'il y a une portée. Il y a une portée autour du X, donc X n'est pas accessible dans le cas 1, donc il n'y a pas de danger ici, on n'aurait pas escamoté de constructeur, donc ce code-là il est légal. Quand on travaille avec des switches, là, c'est un goût tout, fait que si vous vous sentez sale un peu, c'est normal. Ça va?
OK. Fait que Dijkstra, il n'a pas tort. C'est vrai que la programmation structurée, ça élève le niveau de discours. C'est vrai que ça donne du meilleur code en général. Puis nous, il n'est pas bête. Là, il y a des formes d'utilisation du GoTo qui ont du sens. On leur a donné des noms. Okay? Fait que ce que je me permettrais de dire, parce que je dis que je retravaillerai sur la chose un petit peu, c'est prenez donc les formes qui ont des noms. Les formes avec marqué GOTO, probablement que vous êtes un petit peu dans le champ gauche. Là, okay? Si vous voyez des cas récurrents dans votre code où vous avez besoin d'écrire GoTo, revenez-nous, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il manque quelque chose dans le langage, ça se peut. Okay? Donc, quelqu'un parlait de break avec un label, pour faire un break à une place particulière, c'est un GoTo, cette affaire-là, quand même. S'il y a lieu, on va y réfléchir. Ça va? OK. On ne pose pas de jugement sur votre code ici. Vous êtes toujours mes amis? OK. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec des GoTo, je les ai testés quand même. Donc, on ne peut pas escamoter une initialisation non triviale. Donc, je vais montrer tantôt, c'est un constructeur qui fait un effet pour sauter par-dessus. Tu ne peux pas sortir ou rentrer dans une fonction de l'extérieur. Il y a toujours cette jump et long jump, on n'en parlera pas ici. Tu n'as pas le droit d'utiliser GoTo dans une fonction constExpr présentement. C'est une bonne chose, OK? Juste présentement. Regarde, mais les switches passent. Le switch passe, les breaks continuent, mais le mot GoTo ne passe pas dans une fonction constExpr. OK? Hey! Tu as le droit de rentrer ou de sortir dans... Enfin, tu n'as pas le droit de sauter à l'intérieur d'un bloc try ou d'un bloc catch, mais tu peux sortir, par exemple. C'est bon? Good. C'est constructeur versus destructeur. C'est le même principe, mon cher ami. Si tu sors, les destructeurs vont être appelés, mais tu peux pas escamoter un constructeur. C'est ce qui se passe ici. Fait que c'est formellement écrit dans le texte. Tu ne peux pas sauter à l'intérieur d'un bloc try comme si de rien n'était, ou dans un bloc cache en disant « Je pense que je vais avoir une erreur plus tard. » Tu peux pas faire ça. OK. Fait qu'est-ce que je suis en train de dire sur les GoTo? Non. Non. Mais je suis en train de dire que vous en utilisez peut-être déjà. T'sais, dans d'autres mots comme ça. Puis, si vous le faites en vous disant « Je vais faire du meilleur code que mon compilateur », mesurer avant, mesurer après, puis mesurer souvent. C'est Jonathan Cave chez Microsoft qui me disait, justement, ces optimisations-là, à un moment donné, deviennent périmées. Les optimiseurs deviennent meilleurs, puis ton code, peut-être que la présomption sur laquelle tu avais optimisé sera plus bonne dans un an ou un truc comme ça. Fait que quand tu fais des choses malpropres comme ça, documente-les bien comme il faut, puis reteste souvent tes présomptions, au cas où, ça deviendrait une pessimisation en chemin. C'est bon? OK. Fait que voilà. Fait qu'on y va pour celle-là. Moi, c'est celle qui m'a amené à réfléchir, c'est celle que je vous présente ici. C'est un seul point de sortie par fonction. Nous, on martèle beaucoup ça au collège avec nos débutants. Puis je pense qu'on va continuer. Pour les débutants, je pense que c'est une bonne chose. C'est-à-dire que ça donne une structure au code, une structure à la pensée. Les fonctions, c'est un point d'entrée, un point de sortie. Mais dans le code contemporain, c'est pas toujours vrai, cette affaire-là. Ça, il faut y penser, c'est pas toujours efficace non plus. Surtout avec les langages qu'on a aujourd'hui. Fait que je suis allé voir un petit peu d'où ça vient, cette affaire-là. Puis c'est encore l'extra! C'est un super bon texte, sérieusement. J'ai mis le lien PDF. Il y a des liens qui sont plus disponibles chez lui, mais lui, il l'a encore. En tout cas, il l'était hier. C'est un beau texte, quand même assez touffu, je ne sais plus combien de pages, sur sa pensée de la programmation structurée. Donc, après avoir dit « les GoTo, c'est pas bon », qu'est-ce qu'on fait? Puis c'est une belle pensée, en plus. En fait, quand on lit ce texte-là, on voit un peu d'où vient l'enseignement de l'informatique contemporaine. Il y a beaucoup de choses que moi, je dis à des gens depuis des années. C'est probablement de là que ça vient. C'est comme ça qu'on me les enseigne aussi. C'est un penseur important d'Extra, quand même. Fait que son idée, là, c'est formaliser les programmes, donc faire en sorte que les entités complexes, comme des fonctions, soient composées de petites entités qui sont en soi compréhensibles, donc une forme de réductionnisme. On arrange nos unités en séquences d'opérations qui ont un point d'entrée puis un point de sortie, qu'on peut les emboîter l'une dans l'autre comme des blocs Lego. C'est un petit peu ça l'idée. Dans le texte de Dijkstra, il utilise une forme graphique pour exprimer les programmes. C'est celle que j'enseignais encore jusqu'à il y a 2 ans. Moi, au collège, on a moins le temps de la faire ce temps-ci, mais je montrais encore comment faire ça. Puis c'est très bon pour apprendre des boucles puis if, parce que tu vois que tes yeux, ça te manque un morceau. Cette notation, en gros, c'est celle que vous voyez ici. Ceux qui ont déjà été avec moi au collège le savent. Là. Donc, à gauche, vous voyez, c'est une séquence. Les opérations se font l'une après l'autre sans sauter d'étape. C'est évident! Ben, avec des débutants qui arrivent du secondaire, là, c'est compliqué, ça. Parce qu'ils ne cuisinent pas, hein? Ils n'ont pas fait beaucoup de recettes dans leur vie. Fait que les autres, ils se prennent dans le code comme si de rien n'était. Hein? L'idée de lire de haut en bas, là, c'est pas acquis. Il faut travailler un petit peu. Le deuxième bloc que vous voyez avec la condition qui est un losange, là, ça c'est un if. Fait en général, le côté droit, c'est ce qu'on fait si la condition est vraie. Le côté gauche, c'est ce qu'on fait quand il est faux. On ne fait pas de else sur rien à gauche. Puis le troisième bloc que vous voyez, c'est un while. C'est un tanke, parce qu'avec les tankes, on peut faire les do while sans problème. Le do while, c'est un while avec le bloc de code avant la première fois. Puis le book for, c'est un book while aussi. C'est un formalisme. Fait que ce que vous voyez ici, c'est initialisation en haut, ce qu'on fait avant la boucle, la condition, puis l'intérieur du corps, le traitement puis l'incrémentation, ce qui va faire en sorte qu'un jour, la condition va devenir fausse. C'est la structure générale de la chose. Ça va?
C'est l'idée de Dijkstra. C'est pas aussi formel que ça, mais ça ressemble beaucoup à ça. Il faut se souvenir qu'on a donné 60 ici, 70. Donc, remarquez qu'il y a toujours un point en haut pour rentrer puis un point en bas pour sortir. C'est le point en bas qui m'intéresse. Donc, lui, sa prétention, c'est si tu as toujours un seul point de sortie, tu peux raisonner sur le programme, tu peux le regarder de manière graphique, mettre les morceaux ensemble, ça a du sens. Si tu as plusieurs points de sortie, c'est du spaghetti. Ça vient de là. C'est pas une vérité absolue, mais quand même. Plus vous avez un exemple de code ici décomposé où main appelle une fonction f. En fait, main, il y a une structure avec un if dedans qui appelle une fonction g qui fait un autre truc. Puis si on les prend un à l'autre, le morceau qui est ici avec un bloc, je ne sais pas si vous voyez bien, le morceau qui est complètement à droite, bien dans le fond, c'est le bloc qui est plus structuré qui s'appelle g de int. Fait qu'on pourrait le prendre ici, le mettre là, un point d'entrée, un point de sortie, ça collerait ce fond-là. On peut construire comme avec des blocs Lego les programmes, visuellement, puis on voit ce qui se passe. Ça va? C'est quand même dès qu'il se tient, cette affaire-là. Mais ça tient juste, il y a juste un seul return par fonction, par exemple. Puis, il y a des langages pour lesquels ça a plus ou moins de sens de ne pas avoir un seul point de sortie. Je pense à Pascal, par exemple. Moi, j'ai déjà enseigné Pascal, puis j'ai utilisé comme programmeur en stage à une autre époque. Beaucoup de langages d'une classe verte, de manière générale, sont comme ça, mais ce n'est pas les seuls. Ou quand tu mets une valeur de retour à une fonction, tu affectes au nom de la fonction quelque chose, mais ça ne conclut pas la fonction. La fonction se poursuit jusqu'à la fin. Puis quand on sort à la fin, la valeur de la fonction, elle va retourner, c'est la dernière valeur qu'on a mis dedans. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas l'équivalent d'un return au sens où ça ne termine pas la fonction comme un return ou comme un throw. Ça donne une valeur temporaire. Ton nom de variable, ton nom de fonction, c'est comme un nom de variable temporaire. Puis là, vous avez l'exemple de Pascal ici. C'est pas un bel exemple, malheureusement, parce que j'ai eu le temps de gosser. Donc, une factorielle rapide, où vous voyez, il n'y a pas de return. Mais quand je fais factorielle 2 points égal quelque chose en calcul, là, est récursif celle-là, bien, j'affecte une valeur temporaire comme ça. Puis quand la fonction va arriver au end à la fin, bien, la dernière valeur qui a été mise dans cette variable-là, c'est celle qui va l'emporter, qui va être retournée au code à plat. Donc, on ne peut pas présumer ici de plusieurs points de sortie, à moins de faire des acrobaties comme des GoTo, justement. Ça va? Enfin, c'est un certain sens pour tes langages. C'est des artefacts de langage. Hein. Donc, ça aide à raisonner à partir du code parce qu'on peut regarder la forme et comprendre ce qui se passe, mais c'est pas toujours pratique. Regardez-nous tantôt pour les sorties de fonctions. Des fois, on veut des choses qui sont plus directes. Vous savez, là, j'ai fini, je sors, ça ne vaut pas la peine de poursuivre. Donc, il y a beaucoup de bon côté quand même. C'est pas pour rien qu'on l'enseigne comme ça a du sens. Fait que le code que j'ai mis devant vous, la fonction qui regarde si un nombre est pair, un nombre entier, est un peu long. Ça fait quand même 6 lignes pour un truc un peu trivial. Là. Mais ça, moi, ça ne m'offusque pas là, avec un débutant, c'est correct. Il y a une variable temporaire, pas initialisée, puis il y a un test. Puis selon la valeur du test, je mets vrai ou je mets faux, puis je retourne. Bon. Quand ça commence, je laisse faire, c'est correct. Puis il s'habitue avec les if. Bon. Puis il met des accolades partout parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur coup, puis c'est bien correct, on veut ça. Puis on peut le faire comme ça, des fois ils vont le faire comme ça aussi. Donc on met une valeur en disant c'est peut-être faux, on est pessimiste. Puis si on s'est trompé, on change. C'est un petit peu moins efficace quand on y pense, parce qu'on a 2 affectations une fois sur 2 dans la variable, c'est pas dramatique. L'optimisateur va faire la job, puis bon, ça donne les bons résultats. Puis, quand même. On peut le faire comme ça. C'est ça là, il y a 2 returns, ça améliore-tu mon code? Moi, pas sûr. Moi, c'est pas plus clair à mes yeux, là, rendu là, parce que le code est tellement simple. Puis là, c'est une beauté de la chose. Hein. Les petites fonctions, hein, on n'est pas obligé de faire des acrobaties bien souvent. On peut faire du code qui est très clair. Ça se compose bien, ça s'optimise bien. Mais si la condition est vraie, je retourne vrai. Si la condition est fausse, je retourne faux. 2 returns pour ça, moi, je trouve ça problème d'hygiène rendu là. Personnellement. Là. Parce que entre vous et moi, c'est comme ça qu'on a résolu l'écrire. Bon. Mais le fait qu'il y ait 2 points de sortie, c'était pas incorrect. C'est sûr que si il y a plusieurs points de sortie, il faut faire attention de tous les couvrir, par exemple. Fait que l'IF, c'est plus ou moins un bon exemple, mais on voit quand même qu'il y a une gradation ici. Moi, je préfère celle que vous voyez ici. Fait que ça, c'est du code propre selon Dijkstra. Moi, je serais à l'aise avec aussi. Ça, c'est du code inefficace à Dijkstra. On a donc 3 tests par itération. La variable de résultat, bon, tantôt, on avait bien un break pour sortir. À l'intérieur, quand on a le résultat, pourquoi on poursuivrait? Hein, on l'a vu tantôt. Bien, ici, moi, un 2 return, ça ne me dérange pas. Là. Moi, celui-là, je suis bien. Un peu comme le break. En fait, c'est mieux que le break, tant qu'à moi, cette affaire-là. C'est plus direct. Donc, plutôt que de prendre une variable temporaire à l'intérieur, bien, dès qu'on a la réponse, c'est vrai. Puis sur le tout ouvert, on arrive à la fin. Ben, c'est faux. Pour moi, ça me semble lisible. Je ne sais pas vous autres. Fait que ça, c'est un cas où vous voyez 2 points de sortie, c'est pas offusquant à mon sens à moi. Ça convient, ça porte bien l'intention. Il n'y a pas de risque de sortir de la fonction sans avoir trouvé une valeur à la fin. Je pense que c'est clair qu'il y a toujours un point de sortie quelque part. Là. Fait que c'est un cas pour lequel Dijkstra serait peut-être pas heureux, mais c'est une meilleure implémentation que celle qu'il avait lui, par exemple, à mon sens. Oui? Mais ici, ce sont des versions fonctionnelles du exit et du continue. Oui, tout à fait. Mais ça, moi, quand je mets un continue ou un break, moi, je me sens mal d'habitude. La raison, c'est que souvent, c'est que mon code est trop compliqué. Hein? Ça veut dire que après ta fonction, tu as encore d'autres cassins à faire. Fait que ta fonction, c'est peut-être plus qu'une affaire. C'est un peu de réfactorisation, ça disparaît, mais ça, 2 returns dans une fonction, ça arrive plus souvent, par exemple, dans mon code à moi, en tout cas. Une fonction trop longue, ça optimise moins bien, le code est moins rapide, j'aime pas ça.
Les optimiseurs aiment ça quand c'est court. Une des choses que ça nous donne d'avoir un seul point de sortie, ça évite bien des bugs niaiseux. T'sais. Ici, je n'ai fait une qui va peut-être vous arriver. Il y en a qui ne verront pas celle-là, mais ce code-là, il y a un beau bug. Hein. Parce que j'ai un énigme en haut, il y a 3 valeurs! Rouge, vert et bleu, n'est-ce pas? Puis il y a une fonction F qui prend une couleur, qui fait un switch dessus, puis elle couvre les cas rouge, vert et bleu avec des returns. Tu vas avoir un warning quand je vais le compiler, puis le warning il est légitime. Oui, il y a juste 3 valeurs possibles. Ouais, mais vous savez, les énigmes, là, pas parce que les valeurs c'est 0, 1, 2 qu'on peut passer 10 à la fonction. Hein. Puis ça ne fera pas grand-chose de mal. Même en C#, ça ferait ça. Hein. En C#, il ne checkerait pas les bornes non plus parce que ça prend trop de temps. Fait que ici, il y aurait un warning parce qu'on pourrait très bien sortir de la fonction sans avoir de return, puis là, ben, l'état de la pile est inconnu. Puis on a comme un petit malaise. Ça doit être une erreur, je suis d'accord, mais c'est un warning au moment où on se parle. C'est du beau undefined behavior sale. J'ai utilisé SV, c'est des string view. Vous n'êtes pas familier avec les choses, c'est un bel outil à connaître. On pourra faire un texte là-dessus une autre journée si vous voulez. Fait F de green en bas, c'est bien beau, ça va passer, pas de problème. Mais F de 10, le code compilerait, j'aurais un warning, manifestement. Même avec green, j'aurais un warning. Mais là, la valeur de retour n'est pas claire. Puis qu'est-ce que ça va afficher? Ça va? OK. C'est pas recommandable. On peut le faire avec une variable temporaire, par contre. Ici, j'ai pris une valeur par défaut, qui est un string view. J'ai pris auto parce que j'ai pris un littéral string view. Et puis, j'ai changé ma valeur en chemin. Puis, ce code est quand même relativement efficace, je vais vous avouer, parce que copier un string view, c'est extrêmement léger. Un string view, c'est une paire de valeurs. C'est un pointeur sur le premier élément, puis une taille. C'est presque aussi rapide que de copier un int. Okay? Donc, c'est pas trop offensant. Ce code-là a un seul point de sortie. Je suis sûr qu'il n'y a pas de problème à l'intérieur. Puis, j'ai pris le temporaire. Il est correct, le code. Okay? Dijkstra serait heureux aussi. Je trouve peut-être que c'est un drôle de langage, là, mais... Puis, vous savez pourquoi c'est compilé avec F de 10? Ah, bon! Puis avec plusieurs returns, c'est cool, mais il faudrait avoir un code default, par exemple. Pour être sûr qu'il n'y a rien qui va passer entre les cracks, parce qu'il faut être conscient que les énigmes, les bornes ne sont pas vérifiées par le compilateur, parce que ce serait beaucoup trop dispendieux pour ce qu'on fait avec. Ça va? Moi, l'une, l'autre ne m'offusque pas, mais si vous évitez le default, si vous cherchez le trouble, par exemple. C'est bon? Je vais vérifier mon code, il n'y a pas de bug. Bon. Fait que si vous voulez vous aider, ben, un bon truc, hein, c'est d'avoir des petites fonctions. C'est plus rare qu'on ait plusieurs points de sortie quand on a des fonctions qui sont toutes simples. Ça évite bien des bugs, mais des fois, c'est pratique. Ça, c'est une fonction qu'on fait avec des débutants des fois aussi. On check si une année bisexuelle, c'est pas complet comme code. On s'entend, mais il y a quand même beaucoup de cas ici. Faire temporaire, beaucoup de cas avec des if, else if, else if. J'aurais pu les imbriquer avec des accolades. Ça aurait fait une bien belle slide aussi. Ça aurait été bien gros et écrit petit. Ce code-là couvre tous les cas. Je suis certain, moi, quand je regarde le chemin, que result va avoir une valeur à la fin parce que tous les if, else couvrent quelque chose. Il n'y a pas de point de sortie où je n'ai pas initialisé ma variable. C'est un peu compliqué comme logique. Si je débug, je vais tracer avec mon débogueur, puis chercher mon affaire, je vais réfléchir. C'est pas évident, là. Ça fonctionne. C'est bon, ça? Comme ça, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus simple, mais en fait, structure de code, mais le code est compliqué. Moi, il faut que je réfléchisse plus. Parce que ma deuxième condition, c'est une fusion des deux d'avant, une inversion de logique et tout. Il y a moins de cas, puis une valeur par défaut qui était à faux. Bon. Fait que je suis pas sûr que j'ai gagné beaucoup au change, je sais, à moins que je fasse vraiment souvent dans la fonction, puis que je valide, là, je mesure, puis c'est vraiment plus rapide, mais c'est pas nécessairement plus simple. Mais il y a un seul point de sortie, par exemple. Dijkstra serait content, mais confus. Ici, avec plusieurs returns, ça fonctionnerait aussi. Il y a des if, else if, else if, else if. Mais j'attire votre attention sur les else ici, en fait. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec les else, donc c'est une bonne chose. Mais quand on a du code comme ça, il y a plusieurs conditions avec plusieurs branchements. Des fois, si on met les else, ça devient du code qui est compliqué, surtout quand on a en chemin déjà notre réponse. C'est compliqué à analyser, puis ça, c'est une fonction simple. Moi, j'en ai une dans mon code de doc que j'ai livré l'an passé, puis que je suis en train de gosser encore un petit peu, là, où j'ai une vingtaine de cas comme ça, parce que c'est une fonction de fabrication, puis c'est un peu compliqué comme logique de construction. Puis avec des if, else if, quand je débuguais, là, je n'étais pas de bonne humeur. Sérieusement, c'était pas agréable. Puis j'en suis arrivé à ça. Dans mon code, quelque chose comme ça, puis savez-vous quoi? Ça se débug bien. Tu sors vite quand c'est un problème, ça saute aux yeux, puis le moins niveau d'imbrication fait que le code rentre plus à l'écran, c'est plus direct comme expression. Surtout avec le return false à la fin, là, qui rend ça clair que peu importe ce qui se passe, on va sortir éventuellement. Là. Donc une élimination des cas d'erreur au début, mettons, là, disons, on va y aller comme ça, puis éventuellement, le reste de la logique qui est plus simple un petit peu. Le trouvez-vous moins lisible que l'autre avant? Moi, ça me semble direct, ça me semble porter le message en tout cas. Fait que c'est pas un cas qui m'offusque celui-là tant qu'on est sûr qu'on couvre tous les points. Mais c'est pas légal sur un Dijkstra, par exemple. On pourrait pas faire une belle boîte avec un seul point de sortie, si on s'entend. C'est facile de refactoriser ça dans le code du début, mais cela me semble, moi, plus lisible. Moi, j'aurais refusé ça il y a plusieurs années, puis là, aujourd'hui, vous voyez, là, avec le code que j'ai dû vivre les dernières années, le code qu'on écrit, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, je pense. Si vous faites un seul return en passant, juste un return avec la condition, ça fait mal au cœur. C'était dans mon bac.
Ouais. Moi, il y en a une que je demande de réécrire les if à partir d'une condition complexe comme ça, mais j'aime pas ça. Je ne pose plus celle-là. Quand on a une fonction qui a une valeur de retour qui est non triviale, le constructeur coûte quelque chose. Moi, je pensais à variant ici. Je parlais avec quelqu'un ici de variant tantôt qui a un type bien intéressant. Des fois, on veut éviter de construire des objets inutilement parce que le constructeur nous coûte quelque chose. Si on prend une variable temporaire, là, j'avais des booléens tantôt, c'était niaiseux, là. Mais quand la variable temporaire, le constructeur est coûteux, c'est encore plus agaçant d'avoir une temporaire dans ce temps-là. Puis ça, avec un langage comme C++, on a des valeurs, et non pas des pointeurs sur des valeurs comme en Java ou en C#. C'est une vraie préoccupation parce qu'il y a un coût. Un coût, puis c'est un langage, on est préoccupé par les coûts ici. Là, j'ai fait un cas délibérément plus complexe. Quelques slides, mais je vais les passer rapidement, vous allez voir. Okay? Fait que je me suis fait un type de message en haut, que deux types seulement à l'intérieur, info puis warning. Okay? C'est un enum avec un substrat qui est un entier 16 bits non signé. Ça va pour tout le monde? Puis ensuite, j'ai deux opérations, lecture-écriture. L'écriture, c'est toujours, la projection sur un flux, c'est toujours relativement simple. En général, on travaille avec un objet. L'objet, il est correct par construction. L'encapsulation, ça nous donne ça. Puis la lecture, c'est toujours un peu plus complexe parce qu'on pourrait lire d'un flux corrompu, puis bon, il faut voir. Fait que remarquez, il y a deux returns dans mon code de lecture en bas, c'est un petit peu normal. D'habitude, quand on fait une lecture sur un flux en C++, tu commences par regarder si le flux est en mauvaise santé. Si c'est en mauvaise santé, ben, ça ne vaut pas la peine de lire, tu le retournes, ça se termine là. Sinon, tu tentes tes opérations de lecture, puis une fois que tu as terminé, si tu as réussi à lire ce que tu avais à lire, tu initialises ta variable, puis peu importe ce qui est arrivé, bonne ou mauvaise santé, tu sors. Fait que le return, c'est normal. C'est le genre de choses qu'on peut... On pourrait le faire avec un if puis un else, là. Mais ce genre d'écriture-là qui est plus direct, c'est assez usité, je vous dirais. Ça va pour ça? Ça, c'est pour mon type de message. Les prochaines sont semblables. Fait que, brièvement, j'ai une gravité de message, low, medium, high, même affaire. Okay? Ceux qui se demandent, c'est quoi underlying type T? C'est un trait qui vous donne le type du substrat d'un enum. Ça peut être de lire un short dans ce cas-ci, par exemple, puis de le mettre dans un truc. Ça évite d'avoir à mettre des mots comme short dans ton code. Et puis, même chose pour mon message info ici, qu'il y a une string à l'intérieur. Puis j'essaie de lire une string. J'ai utilisé quoted ici dans mon code. Est-ce que vous avez fait bien avec quoted? Vous devriez regarder ça. C'est dans IO Manip. Et quoted, c'est le fun. Quand tu écris quoted quelque chose, une string, s'il y a des espaces à l'intérieur, il met des guillemets autour. Puis s'il y a des guillemets à l'intérieur, il fait des backslash guillemets à l'intérieur. Puis quand tu relis quoted, il va consommer les guillemets aux alentours s'il y en avait, puis il va les enlever. Puis s'il y avait des backslash guillemets à l'intérieur, il va les transformer en guillemets ordinaires. Tu vas pouvoir faire un traitement trivial pour des chaînes de caractères avec des espaces, ce qui est sérieusement chiant à coder. Ça remplace des pages de code par une chose qui est très, très, très simple. C'est vraiment charmant comme truc. Fait que là, j'ai utilisé par exprès parce que j'ai une string. Bon, ça va pour ça? Bon, comme ça. Puis, encore une fois, un avertissement, même principe, avec une sévérité, blablabla, même principe. Portez attention à mes if pour la lecture dans le code en bas. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait des nouveaux if. C'est-à-dire, j'éclaire ma variable locale à mon if. Warning est locale au if ici. Je l'éclaire juste si j'en ai vraiment besoin. Vous voyez ça? Donc, si j'ai paré le premier if puis je suis sorti, la string n'aura jamais été construite. Je ne vais pas payer pour un constructeur dont je n'avais pas besoin. C'est bon, ça? OK. Fait que ça, c'est du code trivial. C'est pas là que je vais m'en aller. C'est juste mon code de base. J'ai du code qui compile. Fait que là, j'ai plusieurs sorties, c'est pas vraiment grave. Ici, j'ai fait exprès par un variant avec 3 trucs dedans. Portez attention au premier élément, c'est monostate. Monostate, c'est un type qui est trivial. Il n'y a rien là-dedans. C'est une classe vide. Okay? Mais ça représente le variant vide. Tu as besoin de ça quand tu as, comme dans tes éléments de variant, un premier type qui n'a pas de constructeur par défaut. Parce que si tu fais un variant d'un certain type V, point virgule, il va construire par défaut le premier élément possible du variant. Fait qu'il faut qu'il y ait un constructeur par défaut à l'intérieur. Okay? Fait que ça, j'ai mis ça parce que dans mon exemple, je vais faire une variable temporaire qui est vide, puis je fais ça bête un petit peu. Mais ça tu te sens pas propre, là. C'est pas le fun. Okay? Puis le overload en haut, on va se standardiser éventuellement. C'est une manière de combiner plusieurs lambda pour faire un visiteur. Je laisse ça pour votre attention, mais c'est pas là-dessus que mon code porte aujourd'hui. C'est pas important. Donc, vous voyez, j'ai un variant avec 3 cas ici, puis je vais vouloir lire soit un message info, soit un message warning tantôt. Fait que mon message, MSG, mon type message, dans le fond, c'est un truc qui est soit un monostate parce qu'il est vide, soit un info, soit un warning. C'est bon? La taille du variant, c'est la taille du plus gros élément à l'intérieur, plus un int probablement. C'est comme une union dans un struct avec un entier dessus. Et puis le code qui suit, c'est mon code qui va afficher. C'est la fonction visite, vous regarderez si ça vous tente, mais en gros, quand j'ai un warning, je fais un warning, quand j'ai un info, je fais un info, puis quand j'ai un monostate, je fais rien. Mais ce code-là, je fais rien avec un monostate, là, c'est parce que j'ai dû mettre un monostate, parce que je vais avoir un constructeur par défaut. C'est laid. C'est aussi que mon code, il y a une tarde. Le code compile, il fonctionne, mais tu ne te sens pas bien. Tu as fait une patch parce que dans ton code, quelque part, tu as une variable, V, point virgule, puis ça n'aurait pas dû être là. Okay. Puis ça, c'est le code qui m'intéresse. Je sais qu'il est cryptique parce qu'il y a beaucoup de code, mais quand même.
Portez attention au type de retour en haut, c'est marqué MSG. Donc, c'est mon type variant ici. Ça va retourner quelque chose qui soit un info, soit un warning, ou dans le cas échéant, un monostate, je suis mal pris. Je me déclare à première ligne après mon assert qui vérifie si le flux était correct. Tout le monde arrive à lire le assert? Le double bang, point d'exclamation, point d'exclamation. Parce que point d'exclamation IS, c'est s'il va pas bien. Donc, point d'exclamation, c'est s'il va bien. OK? Bon, on jase. J'ai un message MSG point virgule, mes variables temporaires comme ça, qui n'est pas l'affaire là! Mais là, tu sais, je déclare mes variables au début, je les initialise après à l'ancienne. Puis ça, c'est la raison pour laquelle j'ai le monostate dans mon code. J'ai fait beaucoup de petits artefacts à gauche et à droite pour des pratiques non contemporaines. Okay? Puis ensuite, dans mon code, là, dans mon case, j'ai ma déclaration du message info, j'essaie de le lire, puis j'initialise ma variable avec un info si j'ai réussi à lire, ou le warning, même chose. Portez attention ici, c'est intéressant. Dans mes if, vu que la portée de mes variables info et warning, c'est le if, je n'ai pas besoin de mettre de blocs avec des accolades autour. C'est les nouveaux blocs, ça me donne ça, c'est intéressant quand même. C'est ce code qui est joli. Tout le monde le voit? Moi, je les aime beaucoup, ces petites choses-là. Puis à la fin, j'ai mon return qui pourrait retourner le monostate s'il y avait une erreur de lecture, puis j'ai rien ramassé d'intéressant. Bon, quand même. Fait que je fais beaucoup de petites acrobaties comme ça, puis j'ai construit un objet bidon pour le remplacer avec une affectation, ce qui n'est pas terriblement efficace. Une affectation, ça coûte plus cher qu'un constructeur. Ça implique le nettoyage de données qu'il y avait avant, plus l'initialisation qui va suivre. C'est sûr que c'est pas bon quand on arrive à ça. Ça fonctionne, mais on se sent pas bien. C'est pas bon pour la santé. Ça va? OK. Alors, si on le prend comme ça, à la place, donc j'ai ma variable ici, message, où je vérifie si mon flux est correct, puis je lis mon type, parfait, puis là, mon code, c'est, si j'arrive à lire un info, je retourne un variant construit avec un info. Si j'arrive à lire un warning, je retourne un variant construit avec un warning, puis c'est tout. J'ai pas eu besoin de créer de variable temporaire comme ça, j'ai juste créé la variable, le variant pour mon return. Donc, il n'y a aucun code superflu ici, je suis allé à l'essentiel directement. Si j'ai fait une lecture et qu'elle a fonctionné, je crée l'objet correctement, puis je le retourne. Puis en bas, j'ai mon return avec accolade qui est un variant vide, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être une levée d'exception, puis j'ai plus besoin de mon monostate. Oui? Est-ce que les initializer lists sont obligatoires? Là? C'est pour appeler le constructeur. Moi, je trouve que c'est plus clair comme ça. Si tu ne mets pas, ça marche, ça complète pareil. Ceux-là, je pense que oui, mais c'est pas toujours le cas. Puis là, Gabriel me dit qu'il faut que je me dépêche, puis ça durait juste 5 minutes. Oui, puis il me dit aussi que je vais répéter les questions. Donc, la question de notre collègue, c'est, sans les accolades, est-ce que le code compile? Ce cas-là, je pense que oui. Moi, j'ai le réflexe, quand je crée les objets implicitement, de mettre les accolades pour montrer que c'est délibéré. C'est bon? Il y a des cas où c'est nécessaire. J'en ai un ou deux dans les slides tantôt. Ça va? Ce code-là, moi, je pense qu'il est objectivement meilleur. Il est plus clair, il est plus petit, puis il coûte moins cher. Puis il y avait des artefacts dans mon type aussi que j'avais mis là pour patcher mes pratiques qui n'étaient pas à jour. À mon sens, à moi, en tout cas. Okay? Donc voilà, avec plusieurs points de sortie, on peut des fois faire attention, réduire la complexité du code, puis construire juste les objets qui sont nécessaires, puis les objets par défaut, bien souvent, on n'a pas besoin. Il y a beaucoup de classes qui n'ont pas besoin d'un constructeur par défaut, il faut être honnête. Là. Ça n'a pas toujours du sens. Fait que je suis pas en train de dire de mettre des returns partout, là. Hein? Mais si vous faites des petites fonctions, ça ne vous arrivera pas souvent. C'est le meilleur code de toute façon. T'sais. C'est toujours une bonne chose, mettre des petites fonctions pour d'avoir du bon code, c'est ce qu'on veut. Et puis, ben, faut juste pas se sentir mal quand ça arrive. C'est une raison, c'est documenté, si le code demeure clair, c'est correct. Ça peut même être plus facile à débugger des fois. C'est cool? Okay. Je vais passer vite sur les autres, parce que je vois que le temps file, puis j'ai trop jasé. Vous voyez brièvement, il y a une école de pensée qui dit « Tous tes attributs, toutes tes variables membres devraient être privés. » C'est pas faux. Pas tout à fait vrai, mais c'est pas faux. Moi, je l'ai enseigné comme ça longtemps. Hein? L'encapsulation rend tes membres privés, contrôle l'accès aux membres pour éviter la corruption de ton objet. Oui. Mais les objets qui ne seront jamais corrompus. Hein? Ça, ici, j'ai un objet qui pourrait être corrompu. Ma classe personne que vous voyez, ben, elle a un nom, puis elle a un âge, tu sais. Puis à ma construction, ben, je valide le nom, parce que je ne veux pas que le nom soit vide, je pense, c'est ça. Puis je valide l'âge, parce que l'âge négatif, je sais que c'était pas bon. C'est un choix. Bon. C'est des invariants, cette affaire-là. Ça veut dire que dans ma classe personne, le nom ne sera jamais vide et l'âge ne sera jamais négatif. Je l'ai validé. C'est cool, on peut utiliser une personne en sachant que ça, c'est vrai. L'idée d'un invariant. Puis là, ben, j'ai fait une fonction name, parce que j'avais un attribut name avec un souligné, parce que j'ai des noms différents pour les deux. Quelqu'un pourrait être tenté de dire, ben, je vais juste garder la variable. Dans le fond, je fais rien, je fais juste des returns dans mon code. Puis si on le fait comme ça, qu'on met public sur les variables, puis qu'on enlève les espèces de petits get qu'il y avait tantôt, ça fonctionne. Sauf que là, on a un problème, on ne peut plus garantir le respect de nos invariants, parce que n'importe qui peut changer. On dit, mon constructeur, je l'ai validé. Oui, mais il n'y a pas juste un constructeur qui donne accès à la variable maintenant, il y a d'autres mécanismes, là. Hein?
Donc, les gens disent « Ah oui, ben, je vais tout mettre privé maintenant. » Puis bon, on pourrait le faire comme sous struct, hein, c'est public par défaut. Bon. Fait que, en général, on voit ça comme quelque chose de bien, parce qu'on se dit, ben, mes classes que les invariants vont être respectées, mais c'est pas tous les types qui en ont. Ici, j'ai une classe .3D où toutes les X, toutes les Y, toutes les Z sont légaux. Il n'y a pas d'invariants. Ils sont toutes bonnes, les valeurs, il n'y a pas de problème. T'sais. Fait que j'ai mis à 0 au début, j'ai mis les X, Y, Z soulignés, mon constructeur par défaut qui est context expert met des zéros partout, constructeur paramétrique qui est context expert qui met des valeurs dedans, puis j'ai mis des petits get finalement, X, Y, Z, comme ça, qui répètent le code pour retourner les valeurs. C'est un point qui est immuable, c'est une qualité. Hein? Mais quand même, j'écris beaucoup de code. Puis il n'y a pas d'invariant, il n'y a pas de manière de corrompre mon objet ici, il n'y a pas de raison de le corrompre. Fait que je pourrais aller directement comme ça, puis mettre des zéros dedans, puis tout rendre public, puis sérieusement, dans cette classe-là, là, il n'y aurait pas de conséquences adverses. À moins que je suive à la trace les changements aux variables. C'est autre chose. Si on veut débugger, puis qu'on pense que quelqu'un corrompt une variable, ça peut devenir intéressant. Donnons-leur en C# il y a des propriétés pour ça. C'est pas gratuit, là, mais c'est du code qui n'en a pas l'air. C'est pas si mal pour cette petite chose-là. Mais ça va, vous êtes d'accord avec moi que ça, il n'y a pas de danger ici, là. Fait que c'est pas une religion, cette affaire. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de classes que les invariants à respecter, là, on s'entend. Fait que quand on a cette pratique-là de mettre les membres, les data members, les variables membres privés, on peut garantir nos invariants, c'est parfait. Puis ça peut nous aider aussi à réfléchir à notre code quand il va évoluer en se disant peut-être qu'un jour, je vais en avoir des invariants, puis que mes points ne pourront pas avoir des coordonnées dans tel cadran. Bon, fait que les propriétés pourraient aider, mais si tu fais ça tout de suite en partant, tu dis écoute, j'ai documenté mon code en disant qu'il n'y a pas d'invariant, puis je vais changer d'idée plus tard. C'est parce que ça casse le code client, ça. Faut que dans ton design, tu documentes ces choses-là, c'est quoi les règles, si tu échanges en cours de route, c'est pas fin, c'est pas juste les noms qui changent, c'est l'intention. Ça, c'est le code YAGNI, hein. You ain't gonna need it, là, dans le livre de Pragmatic Programmer. Là. Si tu fais du code en disant un jour, peut-être, je vais changer mon design, peut-être mieux faire une autre classe, il faut voir, faut réfléchir. Il y a des trucs. Tu fais des classes qui sont plus faciles. Tu fais des grosses classes, tu joues après le trouble. Tu documentes tes invariants, ça règle bien les problèmes. Puis en général, tu mets tes membres privés, c'est parfait. Mais les membres publics, ça peut être correct. Ça peut être correct quand tu n'as pas d'invariants, quand ils sont modifiables, parce qu'ils vont l'être. Hein. Mettez pas des membres privés, des membres publics const. C'est bien compliqué dans ce temps-là. Si vous jouez avec des vecteurs et tout, puis qu'il y a des resize dedans, ça devient bien compliqué. Il y a quelqu'un qui m'a mentionné l'under tantôt. C'est pour ces choses-là que l'under, ça existe, puis c'est pas une bonne chose. Et puis voilà. Puis quand c'est les membres, quand c'est les classes sont finales aussi, donc ils n'auront pas d'enfants. Parce que s'ils ont des enfants, les enfants ont peut-être voulu avoir des règles, les autres, puis tout est public, puis ça ne fonctionnera pas bien. Fait que moi, ça veut dire héritage privé, évidemment, des choses comme ça. Fait que si vous avez des trucs où tout est public, peut-être que la composition, c'est le meilleur choix que l'héritage de toute façon. Toujours correct? Yes. Petit dernier, peut-être, pour le temps qu'on a. Tu dois initialiser toutes tes variables de la définition. Moi, je l'entends ça, celle-là. Si Sharp le fait bien, je le fais bien, ils mettent des zéros des variables par défaut. D'abord, c'est pas vrai. Puis, ça, c'est pas gratuit faire ça. Hein? C'est juste un zéro dans un int. Ah ouais? OK. Fait que, les gens diraient, ben, le code d'en haut n'est pas bon, fais le code d'en bas. Alors, mets 0 dans ton int, mets 0.0 dans ton float, mets guillemets dans une string, c'est une mauvaise idée, il y a déjà un constructeur par défaut, mais quoi. Puis mets un vecteur par défaut dans ton vecteur de x, parce que comment je vais les construire sinon, ça va être compliqué. OK. Mais, OK. Ça peut être correct. C'est un code final. Hein? Ou le fait, moi j'aime mieux ça comme ça, les accolades, je trouve ça c'est mieux, je sais pas vous autres. Ou encore comme ça, c'est encore mieux, vous êtes d'accord? Le petit accolade, c'est plus direct. Mais pas comme ça, OK? Est-ce que tout le monde voit pourquoi? Sinon, on peut jaser tantôt, si vous voulez. Là. Ça n'a pas fait ce que vous pensiez ici. Okay? Bon. Fait que, oui, good. C'est n, c'est une fonction qui retourne un int. Bon. Et puis, vous pouvez le faire avec S puis V ici, sans rien mettre du tout, parce qu'il y a un constructeur par défaut. Mais là, si vous du code générique, c'est délicat. Si c'est un type T, on ne sait pas si c'est un primitif ou une classe. Fait que là, les accolades, c'est mieux en général. Mais des fois, c'est superflu. Bon. Fait que les gens, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ça, c'est mieux! Tout est initialisé, tout est clair. » Pourquoi? La vraie raison, c'est pourquoi, sérieusement. Là. Puis si vous faites ça, en fait, c'est-à-dire j'ai mis mes variables, je les ai initialisées pour pas qu'il arrive d'accident dans mon code avec des variables pas initialisées. Donc, tu t'en sers d'où? Tu t'en sers où, ta variable? C'est loin, loin, loin. Qu'est-ce que tu fais déclarer en haut comme ça? Tu viens des années 70? Je sais pas. Comme moi. Ici, quand je fais int n égale 0, c'est bien correct. Int n point virgule, c'est bien correct aussi, je pense. En tout cas, si on s'en sert comme ça. Là, c'est juste 0, c'est pas cher. Non, ça peut coûter très cher de mettre une valeur dans une variable. Ça dépend des machines, il faut tester. Parce que des fois, ça initialise pas juste ta variable, ça initialise toute une zone de mémoire. Puis ça va coûter une couple de cycles quand même, cette affaire-là. Puis il y a des cas où c'est plus rapide aussi, il faut faire attention. Il faut mesurer ces choses-là. Okay? Mais voilà, ça vaut la peine de faire des tests.
Mais en C++, les gens, ils veulent juste payer ce qu'ils ont délibérément écrit dans leur code. Fait que leur imposer un coût, là, c'est un peu contre-productif. C'est contre la philosophie du langage. Ici, j'ai fait quelques exemples de déclarations puis de définitions pour distinguer les choses. Je ne sais pas si vous voyez en haut, j'ai void f, parenthèse, parenthèse, 2 fois! C'est légal, c'est une déclaration. Une déclaration, ça peut être répété. Puis d'ailleurs, j'ai donné une troisième dans struct x, c'est friend void f. Ça veut dire que c'est la même fonction f. Mais en plus, on apprend que c'est une amie de x. Je ne sais pas f qui a décidé ça, c'est x. Ça lui appartient. Puis il y a une autre x en bas, un petit x, qui est une déclaration, puis c'est marqué externe dessus. Ça veut dire quelque part un jour, je vais définir celle-là, mais pour l'instant, ça existe. On le sait. T'sais. Puis en dessous, j'ai défini x point virgule. Bien là, ça, c'est la définition. Ça s'appelle un constructeur, c'est pas gratuit. Puis là, j'ai du code en commentaire en bas qui poserait problème, puisque j'ai ma petite définition de la fonction f que j'ai laissée, mais je ne peux pas la redéfinir après. Il y a une règle en C++ qui s'appelle la règle ODR, One Definition Rule. C'est une définition pour chaque chose. Ça va pour la distinction de déclaration-définition. On n'a pas ça dans tous les langages nécessairement. Là. Donc, on a ça. Donc, ici, en C#, il y a des petites subtilités, si vous regardez bien. Là. En haut, le code ne compile pas. J'ai un n qui est conceptuellement dans notre tête initialisé à 0, mais je ne peux pas l'afficher après, ça ne compilera pas. Ce n'est pas un warning, c'est une erreur. Tu n'as pas initialisé ta variable, salaud! C'est bon. Par contre, le code en bas, les tableaux, lui, passe. Quand tu fais un new dessus, il va initialiser avec des zéros la zone mémoire, puis techniquement parlant, dans le code, on présume que tu as mis un 0 dedans. Même s'il y avait un 0 dans le n avant, c'est pas légal de s'en servir de ta variable. Pas de mauvaise chose nécessairement. C# oblige ces choses-là. Okay? En C++, parce que tu vas voir, c'est un warning, puis des problèmes. Mais si vous voyez le code qui est en haut ici, où je mets 0 dans ma variable, pourquoi j'ai mis 0? Juste après, je l'ai dedans. C'est du gaspillage. Ça n'a rien donné. Mais remarquez par contre que mon code est à côté. J'ai ma déclaration pour une utilisation juste à côté. Je ne les ai pas séparés par 10 lignes de code. Là. Ça se décolle ensemble. Puis d'ailleurs, je peux réécrire comme au centre où il y a une non-initialisation, mais ce n'est pas grave, parce qu'avec mon if, elle pourrait ne pas être initialisée, mais quand je rentre dans l'if, je suis sûr qu'elle l'a été. Parce que le flux a réussi sa lecture, je suis correct. Puis tout ça en bas, avec la nouvelle syntaxe, c'est sympathique. Là, si mon n est local au if, de toute façon, je ne m'en sers pas ailleurs, c'est merveilleux. Donc tout est pris ensemble, puis il n'y a pas de danger. Ça va? Fait que mettre un 0 dans mon n ici, ça n'aurait rien donné d'autre que de prendre un cycle de CPU de plus. Il n'y a pas d'avantage. Pas plus clair. Okay? Parce que la question, c'est pourquoi tu as mis 0 dedans? Puis la réponse, c'est par réflexe. Non, ici, ça, j'en ai déjà parlé, fait qu'on va passer brièvement. J'ai fait une petite classe personne ici, avec une opération de lecture à l'intérieur, où je déclare mon nom, mon âge. Puis après ça, je dis, ben là, si le flux est de mauvaise santé, on sort. C'est du mauvais code. Ma string, là, le constructeur n'est pas gratuit. Là. Je l'ai payé, même si je ne m'en sers pas. Puis il y a un effet de barre, il y a une allocation de mémoire peut-être dans cette affaire-là, fait qu'il ne peut pas être enlevé par le compilateur. C'est du mauvais code. Il ne faut pas déclarer une variable loin du point d'utilisation comme ça, c'est pas bon. Ça, c'est un petit peu mieux. Je ne sais pas si vous voyez, parce que je déclare juste ma variable. S'il y a un risque que je m'en serve, l'âge est un petit peu hâtif, mais lui est trivial, ça dérange un petit peu moins. Ce code-là, c'est un no-up. Le constructeur de la string coûte quelque chose. Heureusement, je fais juste si c'est nécessaire. Ça va toujours? Est initialisé de toute manière, celle-là. Je pourrais le faire comme ça ici, évidemment. En mettant mon short à l'extérieur, c'est pas trop grave, mais mon string dans mon if, pourquoi pas? Pas trop mal. Et puis, par contre, ce qui est agaçant avec cette syntaxe-là, c'est que mon short existe encore après le if, parce que j'ai déclaré avant le if. Donc, il pourrait être réutilisé vers la suite. Puis, vous savez, une variable qu'on réutilise après sa portée, là, même si ça compile, c'est pas dire que c'est propre. On aime ça des variables qui ne vivent pas longtemps. Puis, c'est avec des if imbriqués, dans ce cas-ci, c'est un petit peu mieux, puisque les variables ont une portée qui est très, très, très locale à leur code d'utilisation. Ils sont proches du point d'usage, c'est bien comme ça. Ça va? Mais je n'ai pas initialisé mon âge, je vais m'en servir, parce que je vais lire dedans. C'est juste correct. Si vous avez du code qui prend une initialisation à 2 étapes, ça arrive souvent dans Windows, par exemple, tu crées ton objet, puis là, tu fais une fonction d'initialisation dessus ensuite. Bien, ça, c'est un code fabrique, factory function. Vous voulez une fabrique qui encapsule ces deux opérations-là ensemble pour ne pas avoir d'objet flottant, pas initialisé. Bon, fait, vous mettez dans une petite boîte que vous contrôlez comme ça. J'avais fait une petite par exprès. Mon constructeur est protégé à l'intérieur parce que je ne veux pas que le code client s'en serve directement parce qu'il pourrait avoir un objet pas initialisé dans son code. Puis j'ai mis dans mon code à moi l'initialisation auquel j'ai accès parce que je suis un ami. Ça reste ça, friend. Puis après, l'initialisation qui suit la construction, là, s'il y en a qui ne savent pas à quoi ça sert, cette chose-là, là, des fois, il y a des choses que dans ton constructeur sont dangereuses de faire. Par exemple, partir un thread qui se sert de toi. Parce que tant que tu n'es pas complètement construit, bien, des choses comme ta table de méthode virtuelle ne sont pas correctes. Puis là, bien, si la thread commence à appeler des fonctions, tu as des surprises. Ça se débug bien mal. Okay? Fait que ça ne te tente pas du tout des choses comme ça. Fait que des fois, ça prend des objets pleinement construits pour faire certaines opérations de post-production, je vous dirais. Donc, le create two step, c'est ce qu'il fait. Il crée, initialise avec la post-production parce que c'est nécessaire dans ce cas-ci. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, évidemment. Puis il y a juste lui qui peut le faire.
Donc, c'est mieux contrôlé, c'est correct. Ça va toujours? Bon. Même dans un langage comme Java ou C#, on veut le faire comme ça. Ici, j'ai fait exprès de faire une fonction makex. C'est du Java parce que c'est une lettre minuscule. C'est comme ça qu'on les distingue, Java et C#, c'est les majuscules et les minuscules. Fait ici, la fonction makex, elle retournerait un x, peut-être si je m'en sers, un pointeur sur x, on s'entend, une référence. Puis dans mon usex, j'ai une variable pas initialisée qui s'appelle petit x, qui est nulle par défaut, j'aurais mis dedans. Puis un peu plus tard, je fais x égale à makex. Pourquoi? Pourquoi j'ai laissé flotter une variable pas initialisée dans mon code? Ça ne donne rien. Fait que mon usex deuxième version en bas, ben, il crée seulement quand c'est le temps de mettre une valeur dedans. C'est tellement plus simple comme ça. C'est bon? Bingo. Fait que des petits trucs sympathiques, tu penses avant d'écrire. C'est pas des recettes, il faut réfléchir. Pat, t'as parlé de GoTo, je vais mettre des GoTo. Non. Tu écris une petite fonction, comme ça, tu n'auras pas de problème. Tu vas débugger moins longtemps. Tu déclares tes objets quand tu t'en sers, puis tu déclares tes objets proches du point d'utilisation le plus possible. Puis, ben, ça peut être correct des fois d'avoir des structures de contrôle inhabituelles. Puis ça peut être correct d'avoir des multiples points de sortie si tu es capable de le justifier. Le foudre ne tombera pas dessus, puis le code va continuer. Puis pour le reste, vous lirez les slides parce que j'ai mis des exemples drôles, mais c'était moins au cœur de mon propos. Fait que ça va. Êtes-vous encore mes amis? J'arrête là. S'il y a des plaintes, c'est le temps, c'est correct que je suis prêt. Il y a tantôt qui a écrit sur Twitter, ça va être comme un avant-goût de CPPCon. Non. Ben oui, je vais en parler à CPPCon puis avoir des réactions dans la salle. C'est correct. Oui? Question comment ça va? Oui? Fait, ce que Kevin fait remarquer, je l'enregistrement de Gabriel ici, ce que Kevin fait remarquer ici, c'est qu'une autre approche pour présenter ces choses-là, c'est que le code qui n'a pas un comportement qui est défini, qui donne dans l'undefined behavior, les compilateurs peuvent donner des diagnostics, puis peuvent poser des gestes des fois, qui peuvent être plus instructifs peut-être par rapport à nous. C'est vrai que je n'ai pas pris cette approche-là. C'est plus facile de faire de code objectif puis de portable avec des questions de vitesse qu'avec du undefined behavior, parce que par définition, c'est du no diagnostic required. Hein. Fait que les compilateurs pourraient ne rien faire du tout puis laisser avec tes troubles. Comme ils pourraient transformer ton code, puis revenir en arrière, puis changer ce que tu avais écrit avant, puis ça fait des bêtises après. Fait que ça, c'est plus. Moi, j'en parle dans certains cours, je te dirais, mais avec des clientèles que je choisis et que je connais bien. Et ici, c'est une clientèle qui est plus ouverte, fait que je ne sais pas qui je vais avoir dans la salle, c'est plus touché de m'en aller là. C'est intéressant en soi. S'il y a un intérêt sur cette chose-là, on pourra en parler l'an prochain. Je préfère un texte juste là-dessus pendant 1 heure de temps, mais ça va être bien pire que les GoTo de ce soir, par contre. mais oui, ce serait intéressant. Pour les gens qui sont près de cette question-là, on peut profiter du comportement indéfini comme ça pour qu'un sanitizer, par exemple, rapporte des diagnostics intéressants en disant ton code, tu n'as pas initialisé ta variable, alors que si tu mets une valeur dedans, tu fais de masquer cette qualité-là. Je te l'accorde. Fait que c'est une approche qui est intéressante. Peut-être pas, je trouve ça risqué de me lancer là-dedans avec une clientèle que je ne connais pas, mais oui, c'est intéressant. Oui? Oui, mais c'est sûr que j'ai essayé de prendre la question. En fait, c'est un commentaire plus qu'une question, hein, à savoir l'approche fonctionnelle un peu que j'ai un peu adoptée effectivement, parce que j'ai parlé de faire des petites fonctions beaucoup, donc on arrive souvent à ça, qui mène à moins d'états intermédiaires mutables. C'était l'aspect déclaratif comparé à l'aspect impératif. Ouais. C'est intéressant, je ne l'ai pas réfléchi sur cet angle-là, mais c'est vrai que c'est un réflexe contemporain de faire du code comme ça aujourd'hui. Il y a plein de raisons, hein, ça se parallélise bien et tout. Le code de Dijkstra. Dijkstra est impératif quand même. Des expressions booléennes assez complexes. Oui. Et ça devient difficile à lire. Oui. Ben, j'en avais une tantôt hein, sur les analyses Excel où on aurait pu l'écrire avec un seul return, mais ça a causé un malaise dans la salle, puis il aurait fallu y réfléchir longtemps. Je ne vais pas aller prendre position religieuse sur ces dossiers-là, moi. Tu m'entends? On s'entend? C'est vertu. Est-ce que tu connais Lisa Lippincott? C'est une chance. Lisa Lippincott. Lippincott. C'est une grande dame très, très pertinente. C'est une chance. Elle a plusieurs conférences sur Internet. Elle parle beaucoup de programmation structurée et de programmation impérative. C'est à ça qu'elle réfléchit. Et puis, tu l'écoutes parler, tu penses que ça va être niaiseux et trivial, et c'est toujours profond, puis ça change ta vie, ce qu'elle fait. C'est extraordinaire. Vraiment, vraiment très, très, très brillante, la dame. Et puis, un peu comme toi, je veux dire, elle rappelle souvent qu'il y a des mérites à la programmation impérative, puis c'est plus un langage multiparadigme. Hein. L'approche fonctionnelle, c'est pas le début puis la fin du langage, on fait plein de choses dans ce langage-là. Il y a des petites fonctions, ça tend effectivement à réduire la complexité du code de débogage, puis ça tend à donner des choses plus fonctionnelles, mais un peu comme toi, je suis d'accord, c'est pas toujours ça la solution, puis c'est pas toujours ce qu'on veut. Tantôt, Kevin mentionnait, Kevin qui est disparu, Kevin mentionnait tantôt que j'ai parlé de coûts. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup avec les gens pour lesquels les coûts, c'est un problème. Là. Les coûts des constructeurs inutiles suivis d'un remplacement, je trouve ça bête, c'est pas nécessairement plus clair à mon sens à moi. Puis les exemples que je donnais qui évitaient ça, effectivement, ils sont plus fonctionnels, mais je pense que c'est une conséquence de la pensée, c'était pas planifié. Fait que je reçois ton commentaire, c'est intéressant, je vais y réfléchir.
Oui. Fait que la question, c'est le fait de mettre des états publics comme ça, immutables, c'est un bris d'abstraction. Tout à fait. L'enjeu, en fait, puis c'est là qui est délicat, c'est ton interface. Si l'interface que tu as, c'est l'implémentation, tu es correct. Ça, c'est un point qui a été fait par Andrew Koenig, en fait. Moi, c'est de lui que j'ai pris l'idée. Koenig, quand il a écrit sur ce sujet-là, c'était très intéressant. C'est un monsieur qui était à la retraite, mais très, très brillant. Ce qu'il disait, lui, dans ses mots, c'est quand ton abstraction, quand ton interface, c'est ton implémentation, les états publics, c'est correct. Une conséquence de ça, c'est que tu n'as pas d'invariants, tu ne peux pas les contrôler. Fait que si tu as une abstraction de coordonnées qui pourrait être polaire ou euclidienne ou autre chose, ce n'est pas les états publics que tu veux, c'est une interface que tu veux par-dessus qui va masquer ces détails-là et qui vont être interchangeables. Alors que si dans ta pensée, puis c'est documenté comme ça, l'un est équivalent à l'autre, c'est autre chose. Fait que la documentation upfront est importante dans ces choses-là, c'est-à-dire c'était quoi l'intention? Il faut que ce soit clair. Si ton intention était pas claire au début, de toute manière, en le changeant, tu vas casser le code des autres. Oui? En fait, sur ce sujet-là, justement, le fait de mettre des get sets en prévision de vouloir rajouter des invariants dans le futur, c'est comme une optimisation prématurée, mais pour du temps humain qui va servir à refactoriser du code un jour. Si tu penses que ça va arriver un jour ou l'autre, mais c'est comme une optimisation pour essayer de se dire il va falloir qu'on se sauve du temps pour pouvoir la faire, la refactorisation, puis qu'elle coûte moins cher. C'est dur de voir le point où ça devient coûteux, cette affaire-là, puis où c'est l'avantage. Par exemple, c'est sûr qu'un point, c'est trivial. Je ferai ça exprès, c'est des slides, on s'entend. Des applications qui sont plus complexes, c'est beaucoup plus rare qu'on a besoin de ça. Mais je l'ai dit tantôt, hein. Moi, à mon sens, ces choses-là, quand est-ce que ça devient intéressant, des choses qui sont où l'implémentation de l'interface, c'est la même chose. C'est mutable. Typiquement, c'est final, tu n'auras pas d'enfant. Fait que c'est une entité concrète. Puis l'état, c'est ce que tu veux dire. Des exceptions toutes simples, avec une valeur à l'intérieur. Tu vas faire un try, tu vas faire un catch. La valeur peut être codée dedans. Quand tu as une fonction de message, je vais être un message, tu changes, il y a juste soit que ça a comme conséquence. C'est pas très grave. T'sais. Si tu as une valeur qui est hors borne, tu mets la valeur puis les bornes à l'intérieur, puis c'est 3 int. Si le code client change les valeurs, on s'en sac un peu. C'est pas quelque chose qui va survivre, sur lequel on va construire par la suite. Il faut choisir ses combats, évidemment, mais il faut les documenter surtout, parce que s'il y a un risque de changement plus tard, c'est sûr que c'était pas une bonne idée de le faire à la base. Là, allez pas faire des membres publics partout. C'est rare, cette affaire-là. J'ai une slide plus tard où j'en parle, mais juste vous dire, protected, c'est pas mieux. Okay? Parce que dans les programmations d'objets, les classes, les rockstars, ça ne connaît pas leurs enfants. Fait que protéger public, c'est la même chose. Oui? Fait que, ce que votre collègue vient de dire, est-ce qu'il y aurait lieu de formaliser, d'aller un peu plus loin avec les switches, je dirais, vous avez un peu plus de mordant à ça. On ne peut pas utiliser le mot switch pour ça, c'est du pattern matching qu'on va faire. Il y a quelque chose qui ressemble à ça en C#, on ne va pas là, mais on va avoir de quoi de semblable. Moi, je m'attends à 2023 pour ça, puis c'est intéressant. Si tu veux le suivre, là, c'est David Sankel que tu veux suivre, S-A-N-K-E-L, c'est un gars de chez Bloomberg. C'est un ingénieur de shell très intéressant, ce monsieur-là. Il a pensé, une pensée fonctionnelle par contre, là, il est très fonctionnel dans son approche. Les travaux sur lesquels il est, c'est ça. Puis je pense que tu vas aimer ce qu'on va faire avec ça. Mais ça va être autre chose que Switch. Ça va être une autre structure. Switch, trop bon niveau. Je voulais pas que ce soit Switch. Ça a été proposé, puis Bjarné a fait YARK! Oui? La question de réduire les invariants pour que le code soit moins fragile à moyen terme, oui. C'est pas une recette à programmation, puis il y a des entités qui sont bien représentées par des états. Puis quand on y arrive, on est content, c'est des choses qui sont simples. Ça, c'est des agrégats. Tu gères du très bon code quand on compile. C'est très efficace, c'est très simple. Il y a des syntaxes juste pour ça dans C++, on le supporte mur à mur, c'est bien cool. Puis des fois, c'est pas ça. Puis voilà, faut pas mentir, il faut documenter ce qu'on fait. Puis si on arrive à une entité qui est représentée par des états, tant mieux. C'est pas un mal. Faut pas se sentir mal, en fait. Oui? Donc, votre collègue dit pourquoi est-ce qu'on aurait pu faire, ça aurait été intéressant de faire une classe âge avec ses invariants modélisés à l'intérieur. C'est tentant. Hein? Là, le problème, en fait, c'est au niveau de granularité. C'est-à-dire qu'à un moment, il suffit pas faire beaucoup de classes. Fait que c'est une classe rectangle avec une classe hauteur, une classe largeur, c'est bien compliqué à un moment donné parce que tu en gères beaucoup, sont toutes pareilles, sont très semblables. Par contre, pour un point médian là-dedans, tu peux regarder ce qu'il appelle les strong types. Jonathan Bocara a des trucs intéressants là-dessus sur son blog FluentCpp, c'est intéressant. Donc, puis il est très gentil, Jonathan Bocara. Puis il parle français, si tu écris, il va te répondre en français. Puis c'est un jeune papa, sois gentil, il ne parle pas beaucoup ce temps-ci. Donc, les strong types, c'est une espèce de point médian, c'est-à-dire où tu peux distinguer le type largeur du type hauteur, mais tu ne peux pas des types séparés, c'est juste qu'il y a une étiquette dedans qui fait que tu peux pas mettre l'un dans l'autre par accident. Sans gérer tes variantes directement là, bon. Tu préfères un type aussi, si tu peux l'essayer pour le fun, un type entier avec des bornes, mais c'est bien du code, puis la ressource d'investissement n'est pas toujours à la hauteur. Ce qui se fait bien, moi je trouve, là, c'est des fonctions comme StackSpur qui font de la validation de la logique d'affaires. Donc tu regardes ça dans les bornes. Tu fais ça comme la fonction statique privée à ta classe, puis ta logique d'affaires. Ton constructeur prend en charge la validation, puis tu ne fais pas de set. La recette du bonheur, là, c'est des objets qui sont immuables.
Voilà. Ça, les objets qui sont immuables, tu as beaucoup moins de problèmes dans ton code. Le code se parallèle facilement, il s'optimise facilement, le compléteur le mange comme du petit lait. Okay? C'est la meilleure solution. Fait que si ton constructeur, c'est le seul point où tu modifies les objets, puis l'affectation à la limite, en général, le code se passe bien, il se débug tout seul, puis il n'y a pas de problème. Le moins de getter possible. Oui. Puis si tu gères des ressources, pense à des uniques PTR. Oui. Donc la question, c'est des membres privés dans un point H, c'est-tu un avantage? Oui, bien, il y a une réponse à ça, puis c'est intéressant. Donc, l'idée de mettre des membres privés, c'est pas de les masquer aux programmeurs, c'est d'éviter les accidents pour des gens qui, sans le vouloir, iraient les modifier à ton insu. Tu n'es pas en train de cacher au programmeur ton code source, tu lui as donné de toute façon. Si tu veux y cacher, tu lui donnes une interface, tu mets le code ailleurs dans une autre machine, tu le mets en format binaire ou peu importe. Tu prends un exemple comme Pimple, tu gardes juste un pointeur sur une abstraction, puis tu mets le code à l'intérieur, il y a moyen de faire disparaître ton code si tu sais, mais tu ajoutes une interface de plus, je dirais une direction de plus. Mais si tu mets des membres privés, c'est pour le contrôle d'accès, pour le programme, pas pour les programmeurs. Tu sais, à la limite, en C++, on peut toujours faire un truc qui est les mêmes, dans le même ordre, faire un réinterprète casse, puis se fermer les yeux, puis se boucher le nez. Fait que c'est pas à ça que ça sert. Ça sert à l'hygiène du code, mais ça ne sert pas à masquer l'existence ou non d'un état. C'est pour l'ingénierie ou l'hygiène globale de ta classe que tu fais ça. Fait qu'il y a d'autres solutions pour cacher les détails. Oui? Je suis toujours de ce couloir-là, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein? Oui? C'est la question, Gabriel fait remarquer que si le type doit être utilisé en tant que type, il faut qu'il y ait une taille. Quand votre type participe, quand vous avez une entité qui participe à la taille de votre objet, soit parce que c'est un parent ou un état à l'intérieur, il faut que sa taille soit connue. Si vous voulez éviter ce problème-là, vous pouvez faire par exemple une déclaration a priori, une forward declaration de la chose, vous introduisez le nom, prenez un pointeur dessus ou un unique PTR, c'est encore plus simple. Puis vous poussez votre implémentation de votre CBP, puis ça fonctionne. C'est l'illusion de Pimple. Vous avez trouvé ça dans un livre de Herb Sutter ou sur mon site si vous regardez. Ça se fait bien. C'est juste que ça ajoute une indirection de plus, mais pas très coûteuse, pas sinon. Autre chose? Oui. Écrivez-moi, à la limite, ceux qui veulent. Donc la question, c'est break avec un label, break avec une étiquette. Si vous voulez faire des choses comme ça, puis vous trouvez que c'est bien, c'est un débat qui revient régulièrement sur les ondes. Pour amener une proposition jusqu'au standard, d'abord, ça prend une proposition, un paper. Il faut l'écrire parce qu'on ne discute pas de choses qui ne sont pas écrites au comité, on n'a pas le temps. Okay? C'est un petit peu occupé. On traite des fois la moitié des documents qui nous sont soumis. S'il n'y a pas de papier écrit, on n'en parle pas. Et puis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le pousse ensuite. Faut que moi, je sois convaincu. Il faut que je l'amène ensuite. Mais il y a des gens qui en parlent sur une base régulière. Puis il y a toujours des gens qui sont intéressés. Il n'y a pas vraiment de gens qui disent « c'est mauvais ». Mais ils disent tout le temps, si tu as ton top 10 de problèmes, non, on a d'autres choses à régler. T'sais. Mais s'il y a une traction, s'il y a de la poussée, des gens qui le veulent, puis ça revient régulièrement, à un moment donné, ça va passer. Donc, si j'ai un bel argumentaire, des beaux exemples qui montrent les avantages et tout, qui montrent avant, après, ce qu'on appelle une Tony Table à cause de Tony Van Eerd qui fait ça comme ça, puis qu'on voit qu'il y a vraiment un gain à faire, puis qu'on peut le vendre aux gens, on va le passer. Puis c'est pas une grosse proposition à écrire. Hein. C'est la justification qui est dure à faire, c'est pas le code. C'est une question d'économie de temps. Je vous rappelle que le comité, c'est des bénévoles. Cette semaine, les contrats ont pris 2 jours et demi. Autre chose? C'est le même prix. Moi, Gabriel me paye très cher pour être ici. Bonne soirée tout le monde. Merci d'être venu.